Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Stéphane Damiano, coach de golf, mais pas de n'importe qui, anciennement de Victor Dubuisson, qui a été le meilleur joueur de golf français de tous les temps. Alors on espère qu'il se fera battre comme on l'a dit dans l'épisode, mais pour le moment c'est toujours le cas. Il a été élu meilleur entraîneur de golf en 2021 sur plus de 43 pays. Vous l'avez compris, c'est une sommité. Il est extrêmement brillant, extrêmement sympathique, il a un fond extrêmement gentil, c'est beaucoup de superlatifs, mais tu le verras dans l'épisode, c'est vraiment un régal d'échanger avec lui. Si tu pratiques des sports ou que tu entraînes des sports de lancer, de rotation ou avec une dominante mentale très importante, je te conseille de regarder l'épisode jusqu'au bout, c'est super important parce qu'on va te donner pas mal de clés pour améliorer soit tes sportifs, soit ton jeu. Dans cet épisode, plus largement, on va voir aussi les idées reçues du golf, comment fixer des objectifs à nos sportifs, comment adapter l'apprentissage technique et la pédagogie en fonction du profil qu'on a en face de nous, et aussi comment mener un double projet, scolaire et sportif à la fois. Avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier Larocque Fitness qui nous suivent à nouveau dans la saison 4 et donc qui ont sponsorisé cet épisode, et tu peux retrouver leur vidéo maintenant. Cette vidéo est parrainée par Larocque. Créée en 1989, Larocque est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. Larocque est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à Larocque d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de Larocque travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel Larocque est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de Larocque s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur larocque.com. Stéphane Damiano, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Ou devrais-je dire re-bienvenue. Merci. Pour l'anecdote, avant que tu te présentes, on avait tourné cet épisode quasiment l'année dernière, il y a quelques mois. Et mon chien a mangé une carte SD où il y avait plusieurs audios, dont ton épisode. Donc on retourne l'épisode aujourd'hui. Ouais, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié cette question. Qui tu as jamais... Alors, père de famille, mari, ça c'est une chose. Et après, qu'on va quand même parler de sport. Donc, il est donc prof de golf, entraîneur de golf depuis maintenant. Eh bien, je cherche parce que ça fait quand même plus de 30 ans. Ouais. Déjà 30 ans ? Oui, même plus. J'ai 56 ans. J'ai commencé vraiment jeune, à 21-22 ans. Ouais. Parce que issu d'une famille de pros de golf, on a été jusqu'à 5, avec des oncles illustres, professionnel en tant que joueur et coach, parmi les meilleurs coachs de France, d'Europe. Et on va dire j'ai pris la relève sur le côté enseignement, qui me passionne, donc enseignement du golf. Alors, tu as pris la relève, comment ça s'est fait ? Façon de parler, c'est-à-dire j'ai passé le diplôme, à l'époque c'était le brevet d'État, maintenant BPGEPS, donc premier degré, deuxième degré, et puis j'ai fait ma propre carrière, mon propre trou en démarrant sur un golf, golf de la Grande Bastide, près de Châteauneuf-de-Grasse, où j'ai commencé à enseigner. Et puis voilà, j'ai évolué avec pas mal d'étapes. Ok. Aujourd'hui, tu entraînes dans une académie privée, principalement ? Oui, mon académie, disons, j'ai monté une structure. Je parlais du premier golf où j'ai enseigné. Ça me fait penser que cette passion a démarré sur les chapeaux de roue avec un jeune que, on va dire, j'ai découvert, entre guillemets, Victor Dubuisson, qui est devenu le meilleur français de l'histoire, tout simplement, à ce jour encore. Et j'espère qu'il se fera battre rapidement, pas pour qu'il se fasse battre, mais ce qui veut dire que le golf français va bien. C'est dans ce sens-là que je le dis. Et donc, cette passion, évidemment, c'est tout de suite une passion de coacher des jeunes doués, talentueux, de les aider dans leurs projets, d'optimiser. En tant qu'entraîneur, on adore essayer d'optimiser les choses et de voir jusqu'où ça peut aller, la performance. Donc, dans cette logique-là, suite à pas mal d'années avec Victor, j'ai monté une structure de sport-études avec des partenaires sur la partie scolaire et hébergement. Et donc, je continue effectivement le côté passion, ça va être ce sport-études avec les jeunes, les aider dans leurs projets pour devenir le meilleur golfeur possible, partir étudier aux États-Unis pour continuer leur progression.
Et d'où, on va dire, la création de Prime Golf Academy, qui chapeaute ça. Et bien sûr, des activités plus classiques de club, on va dire, ou enseignement pour les adultes, les stages d'été, les leçons individuelles. Du online, on se met aussi beaucoup sur les leçons online avec des outils comme la 3D qui permettent de faire un vrai travail online. Alors qu'avant, par exemple, à nouveau, on retombe sur le cœur de cette passion qui est autour des jeunes de haut niveau. Et c'est vrai que j'avais pas mal de jeunes aux États-Unis qui voulaient que je les suive. J'avoue qu'il y avait une certaine frustration à suivre à distance parce que des vidéos en 2D, etc., des discussions, c'est une chose. Mais quand tu peux vraiment analyser en 3D des vidéos de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, c'est comme s'il était à côté de toi. Ça devient vraiment efficace, le online. Quel âge ont les jeunes qui sont dans ton académie ? Ils vont, ça commence, on va dire, équivalent 6e, parce qu'on a des partenaires, on met en place un système école française, mais aussi école internationale, donc c'est des grades, c'est un peu différent, mais on va dire donc 11-12 ans pour les plus jeunes, jusqu'à 18 ans, et certains restent après le bac pour 1 an ou 2, ou continuent, donc jusqu'à une vingtaine d'années. Certains, on les suit même dans leur projet pour devenir joueurs professionnels sur les circuits satellites, on va dire 3e division, 2e division, avant d'arriver sur le DP World Tour, le PGA Tour, qui sont les premières divisions. Ok, trop bien. À quel âge on doit commencer à être performant au golf si on veut avoir un avenir là-dedans ? Alors, c'est une très bonne question qui me plaît parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et surtout dans des pays européens, c'est pas trop jeune en fait. Je m'explique. C'est-à-dire que le golf, c'est plus athlétique qu'on le pense, mais c'est quand même pas aussi athlétique que d'autres sports. Et pourtant, ça demande des qualités athlétiques très importantes. Donc, il faut que les jeunes fassent des tas de sports. C'est le modèle américain, en fait, où ils sont très sportifs. Ils vont faire du basket, du baseball, du tennis, tout ce qu'on veut, du fitness, bien sûr, prépa physique, souvent intelligente, liée à ces différents sports. Ils sont très sportifs et ils se spécialisent assez tard. Donc, l'idée c'est-à-dire 15-16 ans, c'est déjà presque tôt pour se spécialiser, mais on va dire c'est quand même peut-être le bon âge, mais ça peut être 17 ans, on va pas non plus dire 20 ans, mais c'est important. Alors que souvent la vision un peu d'une personne non experte, ça serait vraiment de bouffer du golf très tôt le plus possible. Ça, c'est bien, mais si c'est pas complété par du sport, on prend un risque parce qu'on peut être très limité. Et c'est pour ça qu'on a dans d'autres sports aussi d'ailleurs, mais dans le golf, on peut avoir des jeunes qui performent très tôt, qui sont champions de toutes les catégories juniors et qui finalement, adultes, ils ne percent pas parce qu'ils vont manquer de distance, ils vont manquer de ce côté athlétique. Alors que d'autres qui peut-être étaient sous le radar jeunes, mais en revanche de vrais sportifs qui ont développé des qualités athlétiques, ils vont exploser à l'âge adulte. Nous, dans l'académie, on a cette vision à long terme qui est pas facile à faire passer auprès des parents. Qui souvent, je ne sais pas si ça fait écho avec ce que tu fais toi, mais qui les parents, ils veulent le petit résultat tout de suite. Et si on leur dit non, mais il faut qu'on développe la vitesse chez ce jeune, il faut qu'on développe, qu'il soit capable de faire tout type de trajectoire, qui sur le moment va peut-être un peu le perturber, soyons clairs. Ils vont pas comprendre. Non, moi je veux juste qu'il tape droit, qu'il fasse des scores. Et c'est deux visions qui s'opposent. Et le développement à long terme est extrêmement important. Si tu permets, j'agrémente d'un exemple magnifique. 2 contre-exemples. Tiens d'ailleurs, Victor Dubuisson, pas vraiment sportif dans tous les grosses passions du golf, gros talent. Il a été 14e mondial à ce jour, ou 15e en 2014 ou 15. Ça reste le record. Qui, je le redis, j'espère sera bientôt pas vu. J'ai failli faire un lapsus en disant parce que je pense à Pavon, je vais t'en parler juste après. Donc Victor, quasi que du golf, voilà, mais qui arrive très très haut parce que bourré de talent, etc. Donc ça fonctionne quand même, on va pas dire le contraire. Mais pourquoi les Américains ont des bataillons de bons joueurs ? Parce qu'il y a ce côté athlétique. Mathieu Pavon, par exemple, en ce moment, qui est le meilleur Français à l'âge adulte, il a toujours été sous les radars. Il a jamais été, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a jamais été en équipe de France, jamais pris dans des sélections, parce que il y en avait toujours des mieux que lui. En revanche, un vrai sportif, une vraie mentalité de sportif. Son père était professionnel de foot, les Girondins de Bordeaux, célèbre, etc. Et finalement, à l'âge adulte, il monte tranquillement les étapes et il est sur le PGA Tour. Et il y a des chances pour qu'il devienne le meilleur Français de l'histoire bientôt. Et il est encore jeune, il a moins de 30 ans. 30 ans, je sais. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Quand tu parles de qualité athlétique, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon golfeur athlétiquement parlant ?
C'est un sport de lancer rotatif, donc tout ce qui va être lié au sport de lancer rotatif, donc de l'explosivité, de la mobilité, il y a beaucoup de contraintes. Et là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension de la part des jeunes et des parents, parce qu'il faut d'abord des points communs avec des tas de sports, mais une posture très équilibrée pour que les articulations et un empilement de mobilité, stabilité qui est respecté, pour ne pas se blesser, pour pouvoir contrôler son mouvement dans l'espace, tout en étant hyper explosif. Donc il y a les tests, par exemple, sur la puissance, sont souvent des tests assis où on jette un medicine ball, donc pour quand même une puissance explosive du haut du corps. Et je vais citer les deux plus simples, et tests d'extension, parce qu'il y a une poussée verticale quand même qui est très utile au golf. Ça va être le côté puissance. Et mobilité, c'est mobilité des chevilles, stabilité des genoux, mobilité des hanches, stabilité du bas du dos, mobilité de la cage thoracique, stabilité des omoplates et des épaules. Stabilité des omoplates, mobilité de l'épaule, stabilité du coude, mobilité des poignets. Voilà, si tout ça, et des cervicales. Si c'est pas respecté, à un moment donné, il va y avoir, ça va gêner et ça peut même amener à des blessures. Et là-dessus, quand les jeunes grandissent, on met du poids, on va tranquillement vers le poids. Parce que les gamins, ils regardent ce qu'il y a sur Instagram. Il y a des tas de trucs géniaux, mais qui ne sont pas adaptés pour tout le monde. Et évidemment qu'ils ont envie de faire du lourd quand on leur fait faire des trucs de mobilité sur les chevilles. Ils vont parfois dire « Oh là, mais qu'est-ce que c'est ce truc là ? Moi, je ne veux pas faire danseur. » Et ils ne comprennent pas. Mais quand on leur explique, ils comprennent. Et on a des exemples concrets qui peuvent des fois surprendre, comme par exemple un Américain, Zalatoris, qui est dans son staff, il a des gens formés au TPI, Titleist Performance Institute, qui est quand même une référence mondiale sur l'expertise qui permet de faire un lien entre le corps et le swing. Et il avait des problèmes de bas de dos au point d'arrêter sa carrière pendant un moment. Et lui-même disait, ma grande surprise, c'est un problème de mobilité de cheville. Alors on me fait bouger les chevilles, je vois pas le rapport, mais j'avoue que ça va mieux. Donc ça, c'est des exemples qui parlent aux jeunes, parce qu'ils voient les champions qui se plient à ces process intelligent, la prépa physique est beaucoup plus intelligente qu'avant maintenant. Ouais, j'aime bien ton rapport entre les différents niveaux d'articulation. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, parce qu'on parle beaucoup soit de gainage abdo-lombaire, soit de mobilité, cheville, épaules, etc. Mais on oublie aussi la stabilité de tous les autres étages. Tu parlais des genoux, justement du bas du dos et des omoplates, la ceinture scapulaire. Et pour moi, c'est crucial dans quasiment toutes les disciplines. On ne retrouve pas de discipline où il n'y a pas besoin de ça. Et donc, c'est super intéressant que vous ayez déjà cette analyse en golf. Carrément. Et tu viens d'argumenter à ma place quand j'expliquais qu'il faut développer des qualités athlétiques globales et ensuite se spécialiser. Parce que tu vas faire n'importe quelle discipline, tu vas travailler, tu vas améliorer ton corps. Et le corps, c'est le premier outil quand même pour le swing. Donc, effectivement, tu peux aller travailler cette stabilité en faisant autre chose que du golf ou du fitness golf, en t'éclatant dans un autre sport. C'est très intéressant aussi. Par rapport à l'athlétisation globale, le goût de l'effort, le goût de se surpasser, qui au golf ne peut pas être si évident que dans d'autres sports où tu as une souffrance physique, mentale, parce qu'il faut y aller, quoi. Au golf, tu peux passer à côté sans t'en rendre compte. C'est très, très dur mentalement, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est différent d'autres sports qui vont vraiment t'éduquer sur ce goût de l'effort et ce surpassement de soi-même. Tu peux pas y échapper, quoi, parce que l'activité par elle-même t'y oblige. Et justement, ça, c'est quelque chose qui s'apprend ou qui est un peu inné ? Les deux. Je sais pas ton vécu à toi, mais c'est clair qu'on a des jeunes qui vont être très résilients, qui vont avoir le goût de l'effort, etc. Et alors, je vais peut-être en choquer certains, mais avec toute cette expérience que j'ai vis-à-vis des jeunes, je me suis aussi rendu compte que beaucoup de jeunes, s'ils choisissent le golf, au lieu de faire du tennis ou au lieu de faire du foot, c'est que justement, ils ont moins le goût de l'effort peut-être que d'autres qui vont te dire « Ah non, moi le golf, j'aime pas, je mouille pas une maillot, je transpire pas, je me fais pas mal, j'aime pas ça. » Et donc, c'est vrai que globalement, c'est moins inné chez beaucoup de golfeurs qui choisissent le golf parce qu'il n'y a pas ce côté-là. Et c'est vrai que ceux qui l'ont naturellement, ça va vraiment les aider. Ceux qui l'ont pas, on leur apprend. C'est obligatoire. On peut pas, à moins d'être un talent incroyable. C'est aussi la beauté du golf parce que c'est quand même un jeu d'adresse aussi. Donc, à moins d'avoir un talent incroyable et une telle adresse qu'au petit jeu, ils vont tellement économiser les coups et quand même une adresse aussi au grand jeu, une certaine distance qui permet de passer outre ces standards athlétiques qui sont en train de s'imposer. Comment est-ce que tu arrives à éduquer au goût de l'effort sur les jeunes qui sont en golf ? Avec d'autres sports.
Je reste là-dessus parce que c'est trop important. Donc, je fais pas autant qu'on aimerait, je te le dis franchement, parce que d'abord, il y a des contraintes quand ils sont chez nous de scolaire. Il est hors de question qu'ils arrêtent l'école, c'est pas du tout le but. Donc, c'est hyper important qu'ils se construisent un bon cerveau. On sait à quel point il peut y avoir des embûches sur le projet d'un sportif de haut niveau. Ça peut être des blessures physiques, ça peut être ne plus aimer son sport. Et puis, bien sûr, ça peut être tout simplement ne pas être assez doué pour y arriver. Donc, hors de question d'arrêter l'école. Donc, on a seulement 2 heures de fitness coaché. Pour ça, je faisais ce petit préambule, parce que pour moi, c'est pas assez. Et c'est déjà à travers ce fitness où le coach les bouge un peu, et c'est pas toujours bien vécu. C'est pas toujours bien vécu, parce qu'il leur fait des séances des fois un peu dures quand ils sont plus grands, là. Ils sortent un peu cassés, et les reproches du style « maintenant, je peux pas jouer, j'ai des courbatures ». Et là, voilà, tu te marres. Et mon coach fitness, il me dit « Steph, maintenant, si je peux pas leur faire avoir un peu de courbatures, on va jamais y arriver. Ouais. » Il faut quand même qu'ils acceptent de se faire un peu mal. Donc, à travers d'autres sports. Et au niveau du golf, aussi, à travers des entraînements où on va les pousser. Mais dans le golf, ça va pas être purement physique. Ça va vraiment être, mais bon, c'est toujours le cas, je dirais, mais ça va être les pousser sur le plan psychologique, c'est-à-dire vraiment les pousser dans leur retranchement, en leur faisant faire des techniques difficiles, des trajectoires de balles, en fait, par exemple, qui n'arrivent pas, vraiment les obliger, etc. Ça va plus être comme ça qu'on va leur apprendre le goût de l'effort, du surpassement, à travers accepter l'échec, la difficulté et la surmonter, pas juste jeter l'éponge tout de suite, quoi. Ok, super. Combien de fois par semaine s'entraînent les jeunes que tu as à l'académie ? C'est tous les jours. C'est des programmes simples, école le matin. On a parfois des programmes avec des partenaires scolaires plus complexes, avec des séances le matin, l'après-midi. Mais pour faire simple, ça va être ce qu'on fait ici à Barbeau-Six, ça va être, et qu'on fera bientôt sur Aix, ça va être, et au Portugal, ça va être à Cascais, près de Lisbonne. Je passe des petits messages. C'est école le matin, sport l'après-midi, ça reste plus simple. Plus simple. Je le redis, tellement important ce côté scolaire, donc ils sont frais le matin pour l'école. C'est les modèles anglais, américains, anglo-saxons, on va dire, allemands, suédois. Il y a tellement de pays où ils arrêtent l'école pas si tôt, peut-être à 3 heures, s'ils ne sont pas dans des programmes spécifiques, mais c'est plus simple, puis derrière du sport pour se défouler. Donc tous les jours, à raison de 2 à 3 heures en moyenne, et 2 heures de fitness. 15 heures de golf, 2 heures de fitness. C'est l'équilibre qu'on a trouvé. Parce qu'en fait, par rapport au fitness, je le redis, c'est pas assez. Mais ceux qui veulent en faire plus, ça va pas être trop difficile de s'organiser pour qu'ils en fassent plus dans un cadre préparé, coaché, avec des process du TPI ou de notre propre coach. Et ceux qui n'ont pas envie, de toute façon, ça donne rien. On a essayé de les obliger, mais ça perturbe les cours, ça traîne la patte, c'est fatigué. Donc, à un moment donné, on les éduque, il faut que ça vienne d'eux aussi quand même, parce qu'on est quand même dans une discipline qui n'est pas purement... physique. Donc, mais on leur dit, attention, c'est un frein. Si tu veux faire de scolarité sportive, t'éclater, devenir un sportif de haut niveau, mais qui n'a pas d'ambition incroyable, tu ne te donnes pas toutes les chances si tu ne développes pas. Mais si c'est cohérent dans ton projet, ok, ça nous va. Okay. Voilà un peu l'idée. Quand tu es dans l'académie, donc tu es un jeune, quelles sont tes chances, si tu dois avoir des stats, d'arriver à devenir joueur pro ou à partir aux États-Unis ? Là, je préférais ne pas répondre, parce que sinon personne n'essaie. Non, si, mais je vais répondre, je plaisante. C'est édifiant. Ah ouais. Et on leur en parle quand même. C'est-à-dire que, alors attends, c'est mon coach mental, Julien, que tu connais, qui a la mémoire exacte du chiffre, je l'ai plus. On avait cherché quand même pour un moment se mettre au goût du jour. Tout le monde sait que c'est un tout petit pourcentage, mais encore plus petit que ce que l'on croit. Je crois qu'en partant de la base des joueurs en collège américain, donc déjà une élite, c'est 0,00 quelque chose. Je ne te parle pas de partir de la base de toute la planète. Donc c'est édifiant. C'est pour ça qu'on leur dit, attention, ne lâche pas l'école. Quoi qu'on dise, tu as plus de chances de devenir un grand avocat, un grand businessman, un grand tout ce que tu veux, qu'un champion de golf. Alors on va tout faire pour t'aider. Je parle comme s'il avait un jeune, on reste positif. On dit on va tout faire pour s'aider, on va s'éclater à essayer, mais prévoit quand même un plan B. En revanche, toutes les qualités humaines de développement personnel, parce qu'on est sur ce terrain-là, ce qui je trouve dramatique, que les systèmes scolaires un peu que je juge archaïques n'aillent pas sur le développement personnel très tôt, les qualités, les lois du succès, les qualités de tous les gens qui réussissent, travaillent en équipe, l'autodiscipline, on leur apprend l'autodiscipline. On en revenait par rapport au fitness, si ça vient pas d'eux à un moment donné, s'ils doivent apprendre l'autodiscipline pour mettre tout projet en place, etc., je vais pas tout détailler.
Donc, on les éduque aussi là-dessus pour qu'ils avancent. J'ai un peu perdu le fil de ta question au départ. C'était le pourcentage de réussite. Oui, donc voilà, toutes ces qualités pour les amener à réussir. Donc, et oui, c'était pour rebondir sur le fait que toutes ces qualités du sport de haut niveau les aideront dans leur vie, quoi qu'ils fassent, pour mener un projet de A jusqu'à B. Qu'est-ce qui manque aux joueurs français pour arriver dans le top mondial ? Plus rien. On y est. Okay. Non, on est sur des générations avec un travail de la Fédé, de notre président Pascal Grisot, qui est aussi un ami qui a, et de toutes ses équipes en dessous. Attention, hein, c'est pas que Bien Pascal, hein, ne m'en veux pas, mais c'est une vérité. Mais il y a une dynamique qui est excellente parce qu'il y a plus de recul, d'intelligence sur ce sport, et donc avec des programmes plus aboutis, du sport à l'intérieur, des horaires aménagés plus faciles. Donc je pense qu'on va, ça y est, hein, 2024 a été l'année où il y a le plus de résultats, les meilleurs résultats que le golf français n'ait jamais eu. Donc on va dans cette dynamique-là. Je pense qu'il manquait de vraies structures, donc je le mets au passé, hein, je dirais. On peut toujours faire mieux, hein, attention, mais je mettrai au passé ce qui manque. Ce qui manquait, c'était des structures sportives globales, une éducation sportive globale, générale, et puis le fameux petit complexe de gagner. Eh bien tout ça va tomber parce que justement les gars commencent à gagner sur le PGA Tour, Mathieu Pavon, d'autres. Il y a eu un tas de victoires. Donc ce petit cette identification inconsciente de tiens, d'autres Français l'ont fait, je peux le faire, elle va se faire naturellement maintenant. Avant, il fallait ouvrir la voie. On a toujours eu des champions en hommes dans le passé qui ont fait des trucs incroyables comme Garéal, comme Van de Velde, alors j'en oublie sûrement, mais qui ont gagné un peu seuls dans leur coin, je dirais, quelque part. Et bien sûr, Victor Dubuisson. Mais là, maintenant, il va y avoir des bataillons qui vont arriver comme d'autres pays, j'en suis certain. On croise les doigts. Oui. Au niveau du golf, tu parlais tout à l'heure de lancer avec rotation. Oui. C'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de cette spécificité ? Oui, alors attention, je ne suis pas préparateur physique comme toi, donc je t'autorise à me recadrer si je fais des petites... Mais je dirais qu'il y a... donc il y a les forces, évidemment, que l'on met en jeu. Hein, il y en a 5 que l'on va mettre en jeu. Il y en a surtout 3 qui sont connus des gens, qui vont être les forces de rotation, antéro-postérieure. Il va y avoir la poussée verticale, il va y avoir le glissement latéral. Il y a aussi une force de rotation sur ce plan, le plan frontal. Bref, sur ce plan-là pour le golfeur. Hein. Et donc, il y a une séquence comme ça qui doit être respectée. Là aussi, je vois l'expert qui pose des questions très pertinentes parce qu'en réalité, le seul point commun entre tous les golfeurs professionnels, hommes et femmes, il y en a très peu, des points communs, il y en a quelques-uns, et notamment ce qu'on appelle la séquence dans le golf, qui est donc cet ordre dans lequel le corps va utiliser les forces rotatives, latérales, etc., pour redéclencher le mouvement l'accélération par le bassin, buste, bras, club, en dernier. Si cet ordre-là n'est pas respecté, on a un mouvement qui est énergivore pour rien. On va le mettre dans l'autre sens, on va dire si cet ordre est respecté, il y a un mouvement efficace, efficient, avec un minimum d'effort et très répétitif. Et cette séquence, elle se retrouve dans tous les sports. Comment ça a démarré ? Ça a démarré au baseball, par les Américains, qui sont des fous furieux dans le bon sens, à vouloir tout optimiser. Il y a déjà bien longtemps, j'ai pas la date, mais c'est des dizaines d'années en arrière. Ils ont lancé des équipes de biomécaniciens en disant OK, comment on fait détecter les meilleurs jeunes, parce que nous, ça nous coûte une fortune d'investir sur ces jeunes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bille pour se dire tiens, lui il sera bon, lui il sera pas bon. Les biomécaniciens se sont penchés sur ce que faisaient les bons, je crois que c'est pitchers, je veux pas dire de bêtises, mais ceux qui font le mouvement rotatif, voilà. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient cette séquence. Donc ils sont allés détecter chez les jeunes ceux qui l'avaient naturellement, et les développer, et ils se sont rendus compte statistiquement que ces jeunes-là allaient plus loin que les autres. Ensuite, du coup, ils ont mis des programmes pour aussi éduquer ceux qui l'avaient pas, bien entendu. Et ça fait écho sur le golf parce qu'il y a des points communs, et c'est venu comme ça sur le golf. Hein. C'est le TPI, le docteur Greg Rose, là, qui explique très bien ça dans ces formations que j'ai faites, et ce cheminement, et c'est vérifié. De même qu'on croyait que c'était un mouvement rotatif glissant, on va dire une accélération continue, alors que pas du tout. Avant l'impact, stabilisation du bassin qui transfère toute l'énergie au buste, stabilisation du buste, les bras, stabilisation des bras, et le club qui arrive à toute vitesse, un peu l'idée simple de quand tu freines en voiture, tu es projeté en avant. Voilà, c'est une stabilisation, ça ne s'arrête pas complètement, mais donc tout ça, voilà ce qu'il faut développer chez un jeune.
Et ça, il y a des gens qui l'ont de manière innée, cette technicité, cette séquence-là. Devine ce que je vais te répondre. Ceux qui font d'autres sports, ils l'ont beaucoup plus facilement de façon innée. C'est pour ça qu'il faut, s'il vous plaît, faites faire du sport à vos jeunes. Pas que du golf, c'est dramatique. Et il faut qu'ils se spécialisent tard parce qu'à travers d'autres sports, ils apprennent ou ils le développent. Et certains qui n'ont pas fait d'autres sports peuvent l'avoir inné ou pas, effectivement. Okay. Complètement. Ouais, en fait, la motricité va être renforcée par les autres sports et elle va se transférer sur le golf. Exactement. On n'a plus rien à faire, on le comprend tout seul. Et développement de la vitesse, bouger vite. Le TPI, Milo Brandt, un des spécialistes du développement de la puissance, donc vitesse aussi qui fait partie de la puissance, pas que la force, bien sûr, force et vitesse, va dire un des meilleurs exercices, c'est faire des sprints. On va dire à des parents, vous voulez qu'il soit bon au golf, il va sprinter. Ah non, mais attendez, moi je veux qu'il joue au golf. Parce qu'en fait, il apprend à bouger vite. Alors bien sûr, il y a des trucs plus pointus, mais j'aime bien cet exemple parce qu'il peut parfois un peu choquer les gens et en même temps, on le fait faire à nos jeunes parce que c'est super simple. Et oui, en bougeant vite, globalement, on va swinger vite. C'est aussi simple que ça. Poussée verticale qui a été inhibée longtemps par des idées reçues sur la technique où il fallait garder les angles des genoux, etc. Alors que maintenant, les mecs poussent sur les jambes pour transférer l'énergie à travers une spirale, etc. Je balaye un petit peu les idées reçues, tu vois. Ouais, carrément. Et donc, poussée verticale, hyper importante. Et maintenant, on le voit. Et c'est juste un bonheur. Mais un vrai casse-tête, le numéro 1 mondial, Scotty Scheffler, un Américain, il bouge, mais un truc de fou. Plus que la norme, par exemple, il y a un glissement latéral qui est en moyenne de 4 inches chez les pros, donc du bassin quand on fait le downswing. Lui, il est à 8 inches et des poussières. Donc, et c'est le numéro 1 mondial. Parce qu'il bouge beaucoup, mais alors lui, il a des qualités athlétiques qui lui permettent de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas se perdre en route et de quand même... voilà, c'est pas tout le monde qui peut avoir autant de puissance sur les jambes, les appuis au point de bouger, de sauter, d'avoir le pied gauche qui glisse en fait beaucoup, sans perdre le contrôle du geste. Hein. Donc ça reste au cas par cas. Parce qu'après, du coup, tu te doutes qu'il y a des modes et que tout le monde dit tiens, je vais faire comme Scotty, mais ça devient n'importe quoi. Et comme tu peux l'avoir justement en sprint. Oui. Le départ, il va relever la tête au départ, moi je vais relever la tête, ou alors il va se pencher. Mais ça il y a m'étonne beaucoup de pas. modes aussi. Ça m'étonne Un pas. peu dans tous les sports, je pense. Mais... Oui, dans tous les sports, bien sûr. Il y a cette personnalisation du geste et de ne pas prendre un modèle au hasard. Et ça, on est beaucoup là-dessus. Je suis un grand passionné, je me forme tout le temps, j'étudie cette technique du swing sans arrêt. Et c'est vrai qu'on a maintenant j'ai fait des formations que je transmets à mes coachs. On a des outils concrets pour mesurer ce que le corps naturellement aurait envie de faire et vers quel swing on va guider nos jeunes. Et donc, quel modèle de champion on va prendre. Parce que tu prends le top 20 mondial à ce jour, hommes ou femmes, ils n'ont pas le même swing. Donc, comment tu choisis ? Parce que les gamins, ils aiment bien choisir. Tiger Woods pour tout le monde ? Bah non, pas forcément. Maintenant, il est plus âgé, mais je veux dire, Scotty, peut-être pour certains, mais très très peu. Il va y avoir certains modèles et on les guide et on avance. Comment est-ce que tu fais pour justement personnaliser ? Donc ça passe par mettre un pied dans ton métier, c'est-à-dire des tests physiques. Il va y avoir... alors moi, j'utilise 2 principes. Le TPI, 16 tests physiques qui donnent une bonne idée des limitations physiques. Donc pour ne pas tomber dans le piège de demander à un joueur de faire un swing que son corps ne peut pas faire. Okay. Et avec en toile de fond, une collaboration avec un préparateur physique qui a passé les certifications TPI pour qu'on puisse parler le même langage et communiquer facilement ensemble et qui va athlétiser le joueur. Donc on fait évoluer son geste en acceptant les limitations au début et en petit à petit, quand une limitation se débloque, son swing va devoir changer. Ça, c'est une chose, c'est un travail de fond costaud, sérieux, que l'on fait, mais on ne fait pas que ça. Et j'utilise aussi les tests de McAdams, Terry Rolles, ils ont appelé ça bioswing dynamique, je ne sais pas s'ils appellent toujours ça comme ça. Ça va être 5 tests plus simples, dont 2 fondamentaux qui sont le fonctionnement de main droite, le trail side, c'est-à-dire pour un droitier le côté droit, pour un gaucher ce sera le côté gauche, comment va fonctionner la main, le coude, les épaules, et des tests de posting pour voir si naturellement ils vont tourner autour de la hanche gauche, la hanche droite et le centre. Et ça nous guide déjà énormément vers quelle force le corps va devoir favoriser, la longueur des bras par rapport à la taille générale,
quelqu'un, par exemple, qui a les bras très longs par rapport à sa taille générale. Pas forcément grand, c'est ce que parce que les gens, jusqu'à un présent, avec un manque de connaissances, on pensait que les petits allaient avoir un certain type de swing et les grands un autre. C'est plus une question de proportion. Je veux dire, un petit peut avoir le même type de swing qu'un grand s'ils ont tous les deux les bras courts par rapport à leur taille générale, par exemple. Les bras longs vont amener vers des plans de swing plus verticaux et plus de glide, parce que comme en haut de l'élan, les bras vont être plus loin, il va falloir plus pour le tracter le club, plus de latéralité, par exemple. Donc ce genre de choses qui fait qu'on a une signature de swing vers laquelle on peut aller. C'est passionnant. Parce qu'on s'est rendu compte, donc on a du matériel pour tester tout ça. Enfin, je veux dire, le matériel, c'est les jeunes, que j'appelle le matériel de nos joueurs, on va dire les joueurs. Quand je me suis lancé là-dedans, c'est fait par les meilleurs coachs du monde qui ont mis ça en place avec des équipes, pas tous, mais certains vraiment adhèrent, équipes docteurs, chirurgiens, enfin bref, c'est pas lancé au hasard. Mais quand même, je reste toujours perplexe des modes dont on parlait, parce que c'est un vrai business maintenant, le sport. Bien sûr. Donc il y a des modes, il y a des beaux parleurs, il y a des trucs, faut faire attention, tu sais plus, il va te dire, ah mais non, c'est pas, il y en a qui adorent et tu dis, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on vous dit, moi je vous dis ce qu'il faut faire. Achetez ma méthode. Ouais, voilà, donc je fais attention, donc même si ça me semble complètement cohérent sur un plan intellectuel, etc., que tu dis, ok, c'est une évidence, un plan biomécanique, un plan anatomie, etc., physiologie, j'aime bien tester, et c'est génial parce qu'on s'est rendu compte que des fois des swings qui ne fonctionnaient pas, en les amenant vers le swing théorique dicté par préconisé par ces tests physiques, fonctionne mieux. Et que le jeune a été libéré et que donc il avait un swing atypique, mais enfin ça marche, au lieu de chercher à avoir un truc. Certains vont avoir des swings très traditionnels d'ailleurs, parce qu'ils vont avoir des proportions qui vont respecter certaines choses et qui font qu'on va les amener vers le swing classique, je dirais, qu'on se met dans la tête d'un bon swing. Mais pour nous, un bon swing, c'est pas un modèle de swing, c'est un swing qui est efficace tout simplement, donc qui met la balle loin, droit, facilement, naturellement, et surtout sous pression, comme disait Tiger Woods, qu'il a dit tellement de choses intéressantes par rapport au sport, qui disait quand il a eu quelques coachs, je ne l'ai pas entendu dire, mais j'ai lu, je pense que c'est vrai, et quand un des coachs voulait lui faire changer quelque chose, il disait, est-ce que ça va m'aider les 9 derniers trous du Master pour gagner sous pression, sinon on ne fait pas. Donc oui, l'idée c'est d'avoir un swing efficace qui va traverser la pression, parce que plus naturel. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, et celle du golf, j'ai l'impression en général, c'est que c'est le swing qui s'adapte au sportif, pas le sportif qui va s'adapter au swing. Ah oui, complètement. Parce qu'on le voit, moi venant du judo, combien de profs j'ai vu dire cette technique, ça se fait comme ça, le coup de la main, tout est comme ça, les pieds c'est ça, et le jeune n'y arrive pas. Et en fait, si tu lui donnes 2 fois moins de consignes, ça ne correspondra pas à ce que tu as dans l'idée, mais l'efficacité il sera, et la forme générale il sera aussi. Et j'aime bien les laisser s'exprimer comme ils l'entendent, comme ils le veulent, avec le moins de consignes possible pour voir comment ils s'adaptent. Un peu comme toi, tu feras avec le swing, je pense. Oui, complètement, tu as entièrement raison. C'est d'ailleurs un de mes défauts, parce que je connais mon type de coaching, ou comme je suis passionné, je vais dans le détail, j'étudie, etc. Donc j'ai besoin, moi, des fois, de me calmer de garder tout ça pour moi et de donner un langage plus simple. Mais je fonctionne mieux avec des joueurs qui aiment comprendre, je dois le dire, c'est mon type de coaching. Mais je sais m'adapter, parce que pour aller plus loin dans ta démarche, au golf, il y a beaucoup de joueurs qui vont être plus globaux et qui vont fonctionner sur la trajectoire de balle. C'est-à-dire, au judo, tu n'as pas de trajectoire de balle, mais je veux dire, au golf, tu vas leur faire bouger leur technique par la trajectoire de balle. Et c'est vrai qu'à ce jour, il y a des coachs qui ont des grands succès avec cette façon de travailler. Ce qui me surprend un peu, c'est que certains n'ont pas le recul de comprendre que ces 2 façons d'enseigner ne peuvent pas satisfaire 100% des gens, parce que ça dépend, on parlait du corps, mais il y a aussi bien sûr la tête, et selon le caractère du joueur, selon sa personnalité, donc, c'est là où mon coach mental fait un travail remarquable avec le Mental Golf Type, une méthode américaine, on va dire, qui fait des tests de personnalité très liés au golf. Et en fonction de si le joueur est introverti, extraverti, je ne vais pas donner forcément les noms, mais en gros, s'il aime apprendre en comprenant tout, ou si au contraire, il n'aime pas qu'on lui explique tout, il veut juste une idée globale, il faut s'adapter. Donc, trajectoire de balle, etc., va fonctionner avec plein de joueurs, mais pas avec d'autres. Explication, partir du corps, tu vois, plutôt de l'intérieur, du corps, du mouvement pour aller vers la trajectoire, va faire des miracles avec certains, pas du tout avec d'autres. Voilà, donc on fait les deux, mais c'est clair que dans les 2 cas, en tous les cas,
on n'impose pas le même swing à tout le monde en disant « Ah, c'est comme ça qu'il faut swinger, je le sais ». Non, on essaie d'avoir l'esprit ouvert. Quand tu fais des séances de golf avec l'académie, combien tu as de jeunes en même temps ? On est maximum 6 jeunes par coach. Parfois, ils sont moins. Je dirais en moyenne 6 jeunes par coach. Et moi, je ne suis pas toujours présent parce que je ne peux pas chapeauter tout le monde. Mon rôle a évolué. Pendant longtemps, j'étais vraiment sur le terrain avec un groupe, puis 2. Et puis, je voulais m'acharner à être présent. J'avais l'impression que si je n'étais pas là, présent tout le temps avec mes jeunes, ça n'allait pas marcher. Mais j'ai dû accepter l'idée que je suis plus dans l'idée de coacher mes coachs qui vont coacher mes jeunes. Puis je passe. Et évidemment, une des façons faciles on va dire, d'éduquer mes coachs à ce que je veux qu'ils fassent avec mes jeunes, c'est aussi d'être sur le terrain, de fonctionner moi-même avec les jeunes, et ils regardent, ils observent, on débrief. Donc voilà. Ok. Comment est-ce que tu as créé cette équipe de coachs, justement ? Oh, eh bien, sur le tas, je dirais, des recrutements pas forcément hyper pro avec des annonces, etc., plus des opportunités de quelqu'un qui venait me contacter, de regarder des profils, de démarrer. Et ça reste un métier où on n'est pas si nombreux que ça. Alors attends, là, du coup, je suis censé donner un chiffre, mais je crois qu'on est toujours moins de 2000. En France, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas énorme. Tu vois, peut-être 1500, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, tu vois, donc c'est vrai que je fais quand même, bien sûr, un recrutement en testant les joueurs, en leur demandant les coachs, leur formation, etc. S'ils ont du background, je préfère. Et après, de toute façon, rien ne remplace le travail ensemble sur le terrain pour évoluer et voir si ça fonctionne. Parce que là aussi, il faut des qualités pour travailler en équipe. Des fois, j'ai des super coachs incapables de travailler en équipe. Ça ne marche pas. Parce qu'on doit, comme on est une équipe, et j'y tiens beaucoup avec le prépa physique, le prépa mental, les différents coachs, je veux pouvoir intervertir mes coachs et que le coach A ne dise pas l'inverse du coach B, tu vois. Donc tout ça, c'est important. Et je les forme donc sur le terrain, mais aussi maintenant avec des outils modernes, des plateformes de e-learning que je suis en train de mettre en place. C'est très bien perçu, donc je les éduque à ce travers-là pour aller petit à petit vers, j'irai aussi sur le terrain de programmes en ligne pour tous les golfeurs. Je ne finirai pas ma carrière sans tester parce que c'est super passionnant, c'est chouette, mais je démarre en créant du matériel pour mes coachs dans un premier temps et ils apprécient beaucoup. Et là, pour le coup, on a ça plus la formation sur le terrain fait que je peux vraiment quand même, quand je dis aux parents et aux jeunes, je ne suis pas là tout le temps, mais c'est quand même, on va dire ma méthode pour faire simple, mais tu as compris que je n'ai pas une méthode précise, c'est un assemblement de méthodes. Je ne mens pas parce que vraiment, les coachs sont au plus proche de ce que je ferais moi-même. Ok, trop bien. Quand tu as un jeune qui veut rentrer à l'académie, est-ce qu'il y a un minimum technique à avoir ? Est-ce qu'il y a un système d'accession ? Oui, complètement, bien sûr, il y a un recrutement. Et là aussi, avec le temps, on a changé un peu notre politique. Les gens associent souvent sport-études avec du très haut niveau. Ils ont raison, c'est quand même au départ le but, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous, en plus, la fédération met des programmes pour le très française de golf, met en place des programmes pour le très haut niveau et ils vont en prendre très très peu, donc ils vont prendre les tout meilleurs qui sont subventionnés avec école, entraînement, c'est très bien et ça coûte pas grand-chose aux parents. Donc même moi, ça m'est déjà arrivé avec des jeunes et ce genre de profil, on les oriente quand même. Ils le savent d'office maintenant, mais il y a quelques années en arrière, ils n'étaient pas forcément informés. On leur dit attention, vous savez que vous pouvez avoir ce que l'on fait. La même chose ou mieux pour beaucoup moins cher. Donc nous, maintenant, on est à la fois sur des projets de haut niveau parce qu'on a quand même des jeunes qui veulent une scolarité archi-béton, qui veulent... Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc on a des jeunes dans le haut niveau. On a eu des jeunes, par exemple, qui n'étaient pas pris en pôle espoir, ça s'appelait comme ça il y a quelques années en arrière, je parle de 5-6 ans, peut-être pas plus que ça, et qui ont, après 2-3 ans chez nous, ils sont rentrés au Pôle France, équipe de France, le tout sommet de la pyramide, où même ceux qui étaient rentrés dans les structures fédérales dès le début n'arrivent pas. Je fais allusion à Alexandre Fuchs, qui a été numéro 1 français, par exemple. Voilà, là, on est dans du vrai haut niveau. Et on a tout un bataillon de jeunes, comme on disait un petit peu tout à l'heure, on a commencé à en parler, qui font une scolarité sportive. Ils ont la tête sur les épaules, ils savent qu'il y a quand même très très peu de chances qu'ils finissent champions. Alors ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, qu'on n'a pas d'ambition. Comme je disais tout à l'heure, on va les aider. Mais disons qu'ils ont pris conscience, enfin, surtout les parents et nous aussi, qu'il n'y a pas besoin de passer toute la journée sur les bancs de l'école pour avoir un bac. On a eu des jeunes, je peux donner des noms, d'exemples magnifiques comme Pauline Welker, c'était des filles à chaque fois d'ailleurs, Anna, Cypriane, qui ont fini avec
on va dire peut-être 18,5, 19 de moyenne générale au bac, avec félicitations du jury, des choses comme ça, en étant la moitié de la journée à l'école. Donc ça prouve que une scolarité sportive, ça a du sens aussi. Donc dans les recrutements, on en tient compte. On veut juste que le projet soit cohérent. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans le haut niveau et des parents qui viennent et le gamin qui vient en pensant être déjà un futur champion dans du haut niveau, etc., qui a des attentes incroyables, on va le calmer, on va lui dire attends, il y a quand même, on va t'aider, tu vas évoluer. Déjà, quelqu'un qui a 14, 15 ans, 16 ans, c'est jeune dans une vie. Il peut effectivement devenir un champion, même s'il n'est pas encore dans les clous à cet âge-là. Mais on remet les pendules à l'heure, on veut que le projet soit cohérent. Si t'es pas vraiment dans le niveau, faut en être conscient, faut comprendre les étapes à franchir. Si tout ça c'est cohérent, ça va. Voilà. Ok. Bien évidemment, ma question m'a échappé, elle va revenir. Et par rapport, oui, j'ai pas donné de chiffres. Le haut niveau pour les jeunes, comme ça tu retrouves ta question. Vas-y. Dans les recrutements, on va dire, si c'est selon l'âge, mais je dirais que oui, quelqu'un qui arrive dans les petites classes, 6e, 5e, de 10 à 13 ans, il faudrait au moins être à 5, parce qu'il faut savoir qu'il y en a déjà plein qui sont scratch, tu vois, par exemple, pour évoluer. Et quand ils arriveront, il ne faudrait pas être loin de scratch, c'est 0 d'index, pas être loin d'être 0 d'index. Voilà. Là, sur les 15, 16, 17 ans, voilà, et on rattrape le retard, c'est même pas forcément être au ranking dans les classements français, etc. Ça, c'est le profil où on va progressivement vers du haut niveau. Et ensuite, il y a tous ceux qui, des fois, arrivent on a des belles histoires de gamins qui sont arrivés à 14 ans, pas vraiment classés carrément, mais jouant très bien, pas classés, ou 25 d'index, c'est très haut, et parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire de compétition, qu'ils n'avaient pas choisi leur sport. Et j'ai des beaux exemples, je pense à Nolan, qui est arrivé comme ça, franchement, après coup, pas vraiment classé, à 15 ans, 14 ans. Bon, il est moins 1, et en 2-3 ans, il a rattrapé un retard incroyable, il est rentré au ranking, et voilà. Ok. J'ai retrouvé la question. Oui. En golf, c'est un sport où il y a quand même pas mal d'argent. Est-ce qu'on peut être athlète sportif en golf pro sans être un champion ? Est-ce qu'on peut en vivre ? Oui, tout dépend de la définition du champion. Franchement, il y a un tel niveau sur le tour que quand tu vis, quand tu es sur, par exemple, le PGA Tour, le DP World Tour, donc le Tour européen, il y a l'Asian Tour aussi, quand tu es, on va dire, résident permanent de ces tours-là, c'est vrai que les etc. Donc il y a à peu près 150 joueurs, pour faire simple, 200 joueurs. Par continent. Comment ? Par continent ? Oui, par tour. Sur le PGA Tour, il y a plus d'argent. Le mec est 150e sur le PGA Tour, il n'a aucun souci. Il vit très très bien. 150e sur l'European Tour, ça va être plus compliqué. Mais là, il n'y a encore pas longtemps, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais c'était peut-être à peu près 300 000 euros de gains, si je ne dis pas de bêtises, j'espère, pour se maintenir. Tu vois, une saison coûte cher. Mais une saison, même si tu mets 100 000 euros, il reste 200, tu as les sponsors en plus. Donc à un moment donné, quand même, il y a des exhibitions, tout est relatif, mais c'est quand même des revenus confortables, on est d'accord. Voilà. Après, quand tu es sur le Challenge Tour, c'est-à-dire 2e division en Europe, 3e division, là, ça va être chaud. C'est-à-dire que les gars, ils vont tout dépenser. Et il faut vite qu'ils bougent vers le DP World Tour, sinon ils n'y arrivent pas. À moins d'avoir des parents qui assurent derrière, ils vont dépenser toute leur saison parce que c'est cher une saison. C'est les avions, hôtels, coach. Si tu veux y arriver de nos jours, il faut quand même une équipe autour de toi, comme on disait. Donc le swing coach, on appelle ça, on va dire le coach technique, qui est souvent le chef d'orchestre, mais absolument prépa physique, mentale. C'est la physique primordiale. Mentale, il y en a encore qui se passent parce que ça dépend de leur qualité. Puis les coachs de golf, on est quand même souvent multicarte, on est obligé parce que si on n'a pas cette vision holistique globale, on n'est pas bon. Si on n'est pas conscient et on n'a pas un peu de connaissance sur le corps, donc on va aller vers le prépa physique. Et le mental, il y a un problème. Donc il y a encore beaucoup de coachs qui font un peu la prépa mentale parce que c'est lié aussi à la stratégie au golf. Stratégie de jeu, comment choisir sa trajectoire de balle, sa cible, etc. Ok, trop bien. On parlait tout à l'heure de pédagogie basée sur la trajectoire ou sur le corps. Oui. Comment est-ce que toi, si tu avais un sportif, X ou Y, avec... réceptif à diverses pédagogies, tu choisiras dans ton exemple si tu veux. Comment est-ce que tu vas réussir à améliorer son swing concrètement ? Alors par le corps, on va dire, donc on va appeler ça les joueurs qui sont player side, c'est-à-dire un peu plus à l'intérieur. C'est des démonstrations, le placer, l'expliquer. J'aime bien la manipulation parce que justement quand même on fait ressentir aux joueurs. Et vidéos, etc., qui donnent du feedback et le joueur bouge, parce que qu'on le veuille ou non,
quelle que soit la pédagogie, la trajectoire de balle est déterminée par le club à l'impact. Ouais. La façon dont le club arrive à l'impact est déterminée par la façon dont le club bouge dans l'espace. Qui fait bouger le club ? Le joueur, son corps. Donc, tout est lié. Bien sûr. Donc, du coup, c'est vrai que c'est souvent... donc, on peut partir du corps. Ça fonctionne très bien avec plein de joueurs. Expliquer des techniques de swing, etc. Plus ou moins de façon compliquée. Pas trop compliqué, mais en donnant plus ou moins d'explications, voilà. Ça peut être des mises en situation, ce genre de choses, avec des choses qui gênent sur le passage du club, qui fait que le corps est obligé différemment. Puis là, il a ressenti quelque chose, tu viens appuyer. Sur la trajectoire de balle, donc ça va être plus de dire... alors, on met des repères sur la ligne de jeu. Il y a deux caractéristiques très importantes sur la trajectoire de balle. C'est la première partie, où est-ce que la balle sort, et ensuite, et la deuxième partie de la trajectoire, comment elle revient sur la cible ou pas. Donc, l'effet. Voilà. Donc, on va beaucoup dire aux joueurs, fais-moi sortir donc, ça s'appelle un draw, par exemple. Fais-moi sortir la balle à droite et fais-la revenir de droite à gauche. Fais une balle haute, fais une balle basse, fais-la sortir à gauche. Il y a des joueurs, ça leur parle, et d'autres, franchement, tu vas dans le mur. Donc, pour ça, ça dépend un peu de la pédagogie. Les deux sont très... En fait, on fait quand même les deux malgré tout. C'est-à-dire que même un joueur où tu te mets, ou qui va bien ressentir les choses avec son corps et bien centré sur son corps, il est obligé de travailler ses trajectoires de balle quand même. Ouais, je comprends. Obligé, parce qu'à l'arrivée, le seul but, c'est pas de swinger. J'ai la parade quand on va trop loin dans cette démarche. Je dis aux jeunes, attention, on apprend. Le but, c'est pas de jouer au swing, c'est de jouer au golf. Et jouer au golf, ça reste mettre une balle sur une cible. Donc à un moment donné, la trajectoire de balle, c'est la finalité, que ce soit clair. Hein. Le but étant de faire ce qu'on veut avec la balle. Dans ce cas-là, et sous pression, on est bon, quoi. Et on découle le swing. Ok, trop bien. Au niveau du matériel, est-ce que ça a vraiment un impact sur la performance en golf ? Oui, carrément, bien entendu. Le matériel a beaucoup évolué, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il y a un impact sur le centrage de la face. Donc avant, il fallait vraiment un contact hyper centré. Les bons joueurs continuent à hyper centrer, mais si un coup est un peu décentré, notamment sur le drive, la grosse tête, celui qui envoie très loin, ça pardonne beaucoup plus, c'est-à-dire qu'en fait, la balle va garder, même en décentrant, va garder quand même la même énergie, il y aura moins d'effet, moins une trajectoire tordue qu'avec des clubs d'avant. Et ensuite, il y a tout le manche, aussi les qualités de manche qui permettent d'avoir des trajectoires plus stables. Donc oui, c'est quand même hyper important le matériel et une énorme évolution. Et la balle, je dis toujours, la balle, c'est le seul équipement que l'on joue tout le temps, quel que soit le coup à jouer. Et les balles ont extrêmement évolué. Ils savent même les faire aller plus loin, mais les règles ont limité parce que dans ce cas-là, c'est les parcours qui deviennent caduques. C'est ridicule à un moment donné. Si elle va trop loin, il faudrait refaire tous les parcours. Donc voilà. Et pas intéressant au niveau télévisuel. Non, c'est surtout une contrainte. Il faudrait agrandir tous les parcours, donc ça n'a pas de sens. Et oui, et les répercussions télévisuelles sur le temps de jeu, etc. Il y a même plein eu de courants, mais je crois que le monde du golf n'est pas prêt à revenir en arrière, à faire des balles qui vont beaucoup moins loin pour avoir des terrains plus petits, gagner du temps, avoir besoin de moins de place, moins d'eau, etc., etc. Mais on n'y est pas, donc on reste sur des choses limitées. Et comme les joueurs ont développé tous leur côté athlétique, ça va beaucoup plus loin qu'avant grâce au matériel, mais franchement, beaucoup aussi grâce au côté athlétique vers lequel on va. Et une philosophie simple, on entendait il y a quelques années en arrière, il ne faut pas forcer au golf, il faut mettre la balle au milieu, tranquille, tu forces trop, doucement. On l'entend plus, maintenant c'est déchausse-toi. Et c'est créer la vitesse à tout prix. Ça vient au TPI à nouveau, chez les jeunes, et autour de la vitesse, construire le swing. Donc c'est une autre démarche. Maintenant, ils tapent tous loin. Et même nos joueurs européens là, qu'on envoie en fac, même si nous on a cette démarche, quand ils arrivent là-bas, ils me disent Steph, c'est un truc de fou, ils tapent tous comme des brutes, ils tapent tous, ils la mettent loin et au milieu, tous, j'en peux plus. Donc là, ils comprennent les études. Tu te souviens quand on te faisait bosser la vitesse, allez, vas-y, continue. Je caricature un peu, mais quand même, franchement, on en est encore un peu là. Donc il faut continuer à mettre dans la tête des gens et des parents, je le redis, parce que quand on développe la vitesse, ça peut donner des choses bizarres, je veux dire, des swings un peu qui perdent l'équilibre ou quoi, et décentrer la balle, en mettre un peu partout pendant un certain temps. Ça, c'est dur à faire comprendre aux parents. Et comment tu gères cette relation avec les parents ? Mal. Non, je plaisante. Non, bien. C'est-à-dire, alors des fois, mes coachs, ils trouvent que j'ai une patience incroyable. C'est-à-dire que j'ai une vision, un esprit très ouvert quand même, et la vision d'esprit d'équipe. Et j'ai des enfants, c'est mes enfants, d'accord ? Je crois que tu n'as pas encore d'enfants, mais ce sera les tiens. Et donc, je respecte cette relation. Et si des parents font bien le job, c'est hyper important. C'est un gros soutien.
Donc c'est incontournable. On se construit avec nos parents, nos profs, mais donc je suis content quand des parents s'impliquent, mais que ça se fait intelligemment. Ça veut dire quoi? Que chacun reste à sa place, qu'ils apportent un soutien inconditionnel sans mettre de pression. C'est-à-dire, mon fils, on t'aime, on t'aidera, ça marche pas, t'inquiète pas, on est là pour toi quand même. Et pas, allez, dis non, tout ce qu'on a investi, là, il faut que tu gagnes, là, ce que c'est. Tu vois, je veux dire, des pressions une pression, voilà, par exemple, qu'ils aident sur le plan logistique, etc. Tout ça, c'est top. S'ils commencent à trop s'immiscer sans avoir de compétences, c'est compliqué. On en a qui veulent, qui ont vu un truc sur Insta ou parce qu'ils jouent au golf depuis 30 ans, qu'ils ont pris plein de leçons, ils savent des choses très bien, mais ils n'ont pas la mesure de ils ont des bonnes idées, mais c'est pas forcément ce qu'il faut aux gamins. Des fois oui, des fois non. Donc là, c'est plus complexe. On doit les éduquer, on doit trouver. Voilà. Mais j'intègre volontiers les parents dans le projet, parce que c'est normal. Je trouve ça tout à fait normal. J'ai des coachs des fois qui disent oh là là, tu sais, le truc à l'ancienne du genre vous allez pas m'apprendre mon métier, je veux plus vous voir à l'entraînement. Non, ça tu m'entendras jamais dire ça parce que j'essaie d'éduquer les parents. Il y a peut-être eu quelques cas d'incompréhension. Je suis pas sûr parce que quand tu expliques bien les choses aux gens, à un moment donné, ils sont bien obligés d'admettre que un raisonnement qui est irréfutable, de leur faire comprendre que ça n'aide pas le jeune, qu'il faudrait faire autre chose. S'ils veulent aider volontiers, mais faites ça, ça et ça, c'est tout, quoi. Amenez le sandwich, dites-lui, allez, on est avec toi, bon courage, à tout à l'heure, on sera là pour venir te récupérer, et point barre, quoi, tu vois. Ouais, chacun sa place. Oui. Et c'est toi qui les éduques, les parents? Ouais, dans ce sens-là. Ouais, ça retombe souvent sur moi parce que ça peut être tendu parce que il y a un investissement financier de la part des parents. Donc je comprends qu'ils sont en mesure d'attendre du résultat, mais on a des objectifs de moyens, pas de résultats. Ça veut pas dire qu'on se cache derrière ça en faisant rien. On fait tout ce qu'on peut, mais on peut pas prédire absolument. Bien sûr qu'on peut dire, on peut quand même prédire ceux qui auront plus de facilité pour avoir de bons résultats que d'autres. Oui. Si tu me demandes pourquoi, je te dirai juste après. On peut, mais je dirais que globalement, c'est pas. On le sait, on va pas acheter les résultats. Sinon, il y aurait que des champions. Tout le monde fait tout ce qu'on peut, mais à un moment donné, on peut pas acheter un swing qui va marcher sous pression à coups de millions, même si t'en as, quoi. Mais ça aide parce qu'on peut aller chercher de l'expertise ailleurs. J'ai déjà eu des joueurs, pas assez souvent, qui me proposent d'aller voir un grand coach et que je sois là et qu'on travaille ensemble. Tu vois. Pourquoi j'y passe assez souvent? Parce que moi, ça me vexe pas. Je suis génial. Je vais voir comment un grand coach travaille. Je vais apprendre, tu vois. Donc, c'est tout ça voilà. Et oui, pour en venir aux parents, oui, en général, c'est moi qui m'en occupe de ça. Ok. C'est combien à peu près l'investissement sur une année pour rejoindre l'académie? Malheureusement, ça va trop vite. Je dirais que ça dépend de nos partenaires. On peut avoir des écoles. Alors, le français a l'habitude que l'État se substitue à lui pour payer les études. Soyons clairs, les étrangers ont l'habitude qu'une bonne éducation, ça se paye. Donc, une école internationale, sur un marché international, c'est entre 10 et 16 000 euros. Ça peut même être 20 000 euros. Je parle que de l'école. Ouais. C'est des idées acquises. Par exemple, on a donc une académie qu'on met en place au Portugal. Au début, on pourrait se dire Portugal, ça va pas être cher. Une école internationale au Portugal, c'est 15 000 euros en moyenne l'année, que pour l'école. Maintenant, moi, le système que je mets en place en France, ici, par exemple, à Mandelieu, avec notre école française, notre objectif est d'arriver sur 5-6 000 l'année pour la partie scolaire. Okay. Ça n'a plus rien à voir, c'est déjà raisonnable. Bien sûr. Il nous faut au moins 5-6 élèves par classe. Quand il n'y a qu'un élève par classe, on est à 9-10 000 et personne ne gagne sa vie, mais au moins le gamin, il a la scolarité en avance pour qu'il y ait plus de monde l'année d'après. Ensuite, il y a l'internat. C'est pareil, ça peut être assez luxueux, plus ou moins luxueux, combien tu es en chambre. Mais l'internat, ça va être le maître d'internat qui est le gros budget parce qu'il faut de l'humain, donc payer quelqu'un, surveiller, etc. Donc c'est vite au moins 10 000 euros, mais on est vite sur 15 000 aussi l'année, je dirais. Là, on essaie de trouver des solutions pour aller vers les 10 000 plutôt. Mais c'est plus 15. Okay. Et puis ensuite, il y a le sport. Là, le sport, à ce jour, nous, on est sur des budgets entre 14 et 15 000 euros pour 17 heures par semaine. Ça fait presque 500 heures. Parce qu'un prix balancé comme ça, les gens, il y a presque 500 heures coachées avec des experts. Plusieurs experts. On est deux des fois. Du matos dans le golf, toute la technologie est importante parce que on doit mesurer. C'est juste, on en parlait tout à l'heure rapidement, mais on parlait sur le corps, mais là, ça va être les trajectoires de balles, ce que fait vraiment le club. Là, on n'est plus à une époque où je crois que, je pense que, où je suis un gourou et je devine que
On mesure, donc un launch monitor, un Trackman, c'est 20 000 euros. Des plateaux de force pour mesurer les forces, c'est 6-7 000 euros. Si tu veux la 3D, un truc mieux, c'est du 10, 12, 15 000 euros. La 3D, là, je suis très content. Je vais être ambassadeur là, d'une application avec de l'intelligence artificielle qui s'appelle Sportsbox, qui est américain. Maintenant, avec un iPhone et Sportsbox, il te coûte moins de 1 000 euros par an. OK, 1 000 euros par an quand même. Tu as quasiment... on aura bientôt, en tous les cas, l'équivalent d'un système qui valait 100 000 il n'y a pas longtemps, avec des capteurs presque en laboratoire, tu vois. Donc tout ça est nécessaire, tout ça gonfle le prix. Et bien sûr, ce qu'on doit au golf, hein, on est tous les jours sur les golfs, donc on est sur du 14-15. Et crois-moi, on tire les budgets. Il y a des déplacements pénibles, navettes, logistique, ça c'est très ingrat parce que une navette, ça coûte cher, hein, un minibus, tu sais, les trafics Renault. Hein, c'est clair. En assurance, en entretien, à l'achat. Et à un moment, ça se répercute sur les parents. Pourquoi je dis que c'est ingrat ? Parce que c'est un côté invisible, mais on ne peut pas le mettre de notre poche. On n'a pas de partenaire. Je rêverais de mécènes qui au moins payent les navettes. J'ai pas, hein, j'avoue. Mais donc tout ça, c'est sur les parents. Donc quand tu mets tout bout à bout, tu es vite sur du 30 000 euros l'année, minimum, hein, franchement, jusqu'à 50 facilement. Il faut dire la vérité. Okay. Donc c'est pas donné à tout le monde. Après, les parents se rattrapent quand les jeunes vont étudier en fac américaine, où on a des beaux exemples de jeunes qui ont eu des bourses à 100%, avec studios payés, ils arrivent, les fringues dans les placards. Je repense à Pauline, qui était une excellente étudiante aussi, et golfeuse, hein, qui avait fini dans le top 80 français, parce qu'à la fin, elle faisait quasi plus de tournois pour se consacrer aux études. Franchement, elle avait le potentiel pour aller bien mieux. Hein. Mais voilà, une fille intelligente qui ne se projetait pas en professionnelle de golf, alors qu'elle aurait pu. Elle n'a pas fini sa fac aux États-Unis, qu'elle avait déjà une green card et elle bosse dans la tech en Californie, tu vois, genre le rêve américain. Donc c'est relatif parce que cet investissement sur 2-3 ans qu'elle a fait, elle a largement récupéré sur les années suivantes, par exemple. Ouais, il faut le voir vraiment comme un investissement. Oui, et puis j'essaie de trouver des solutions mais c'est les mécènes dans ce cas-là, parce que les parents, des fois, me disent « Ah, vous n'avez pas des aides ?» Ils rêvent un petit peu parce que, oui, il y a des aides. S'ils sont dans tous les meilleurs, c'est la Fédé qui va avoir des subventions. Et ce programme qui coûte, franchement, 50 000 euros minimum par tête, les parents vont peut-être participer à hauteur de 3 000, 4 000, j'en sais rien, parce qu'il y a des subventions. Donc, s'ils sont vraiment excellents, moi, le premier, on est tout à fait honnête avec nos joueurs. Pourquoi pas aller vers là ? Après, s'ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans ces systèmes-là, on est là. Et puis, je le redis, il y en a qui choisissent d'office un système comme le nôtre pour différentes raisons. Ça peut être des localisations, des choses comme ça. Ok, trop bien. Tu parles de système de 3D. Oui. Alors, j'ai eu la chance, tu m'avais montré, et je mettrai la vidéo de tout le système que tu avais sur Mandelieu. Oui. Comment est-ce que tu utilises ça au quotidien ? Alors, je m'éclate, hein, je m'amuse avec ça, c'est comme un fou, parce que ça me permet de mesurer, une fois de plus. C'est-à-dire que là, j'en suis à un stade où je m'en sers beaucoup, mais je ne le montre pas forcément aux élèves parce que va leur expliquer le truc, on perd du temps peu, hein, c'est pas forcément l'idée. Certains adorent, allez, je dis ok, viens, mais et puis je détaille, je mets sur plus grand écran. Avec l'iPhone, par exemple, la séquence. Tu vois, maintenant, tu peux. Avant, il fallait des systèmes que j'avais d'ailleurs avec capteur, etc., que je n'utilise plus. Mais tu passes, tu filmes un swing et tu vois l'ordre de la séquence. Donc, c'est une vérification hyper simple. Et puis là, on a vérifié nos jeunes. Alors, c'est sur la période hivernale où on va travailler les appuis, la séquence, parce qu'on est un petit peu loin de la performance pure quand même, c'est-à-dire d'une balle qui va sur une cible. Donc, un peu chaud de le faire en compète, à moins qu'il y ait une urgence absolue. Donc, on amorce ce travail-là sur les périodes hivernales. Et puis ensuite, il y a des petits cures de rappel tout au long de la saison si nécessaire. Donc, j'ai pu vérifier, je passe, ça dure 2 secondes, je filme un swing, je regarde séquence, j'en filme 2-3 swings pour voir que ça se répète quand même. Hein. Et on a plein de nos jeunes qui ont la bonne séquence, on est content. D'autres qui l'ont toujours pas, on améliore. D'accord. Et ensuite, je vais aussi sur d'autres données, de souhait, par exemple. Je mesure tout le temps pour... franchement, j'ai pas toujours besoin, parce que j'ai quand même un œil, la beauté de toute cette technologie. Les Américains le disent très bien, ils disent ça te paye une meilleure paire d'yeux. C'est-à-dire qu'après, tu es plus intelligent même avec tes propres yeux, parce que tu as une expérience, un truc, tu vois un truc, tu sais derrière toute la science qu'il y a, et tu n'as pas forcément besoin d'aller le vérifier. Mais ça vaut le coup quand même de vérifier, au moins tu es sûr, parce qu'on a la vie de nos jeunes entre les mains quand même, hein, donc je préfère vérifier. Et donc, des glissements. Là, hier, j'étais encore avec un jeune je voyais bien qu'il bougeait trop, j'avais pas besoin de... Mais
J'ai checké, il était au-delà de 8 inches. Alors j'ai dit, ok, Scotty le fait, mais sache que la moyenne c'est 4. Et d'autres données de 3D m'ont renseigné, il ne tournait pas assez, par exemple, la rotation du pelvis, du bassin et des épaules. On corroborait mon raisonnement qu'il fallait qu'il arrête de trop glisser, d'être plus stable sur les appuis, etc. Tu vois, donc je m'en sers un peu plus comme une vérification et quelquefois, franchement, des ajustements. Tu vois, un de mes coachs, c'est un travail d'équipe, hein, à une de mes joueuses, avait bien détecté, sans que je passe, ils vont tous se mettre à la 3D là, hein, sans que je passe avec Sportbox, avait détecté, il disait à la joueuse, tu tournes pas assez. En réalité, elle tournait assez, mais pas assez tôt. Tu vois la petite nuance, donc on est plus précis. Donc j'ai dit, ouais, tu avais raison, mais pas tout à fait. Elle tourne assez, mais trop tard. Donc, il faut donc tu vois ça permet d'objectiver. Ah bah oui, voilà, complètement. Et même pour le sportif, j'imagine que c'est un repère où il se dit, bon, c'est pas juste ce que le coach pense, c'est la vérité. Bah, je pense que oui, parce que on leur montre vite fait quand même s'ils veulent, et puis le plus grand, il participe au raisonnement, puis surtout, c'est irréfutable. Même s'il te dit, moi non, je fais ça, moi. Non, tu fais pas ce que tu dis, voilà ce que tu fais. C'est important, même le coach. Ah ouais, finalement, tu fais pas ce que je pensais, hein. Voilà ce que tu fais vraiment. L'idée, elle est là, c'est juste d'être sûr. Et j'entends des fois j'allais dire aucun nom, mais des grands coachs un peu plus à l'ancienne. J'ai fait partie quand même à un moment, j'avais pas la techno tout le temps, hein, mais qui disent des choses et qui sont d'excellents pros et je veux dire, mais s'ils avaient intégré la technologie des jeunes, ils seraient restés au-dessus du lot quoi qu'il arrive. Mais parfois, j'entends des choses qui sont juste pas vraies. Alors c'est gênant parce que je sais très bien que ce coach-là sera quand même capable de faire progresser un joueur, etc. Parce qu'en fait, mais des fois tu dis mince, et donc c'est quand même pas mal de savoir la vérité, non, je trouve. Je suis totalement d'accord. C'est compliqué dans certains sports, soit parce que les mouvements sont trop complexes, soit parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais quand tu peux avoir ces moyens-là, c'est génial. Fantastique. Ouais. Bien sûr. J'ai eu la chance parce qu'en judo, on n'a pas ce genre de technologie, en tout cas pas en France. Et j'avais donné une conférence au Japon, qui est la première nation du judo au monde. Et en fait, on m'avait montré tout un système de caméras où ils analysaient tout sur les équipes A et B japonaises, toutes leurs techniques, mais décortiquées sous l'angle biomécanique pour essayer d'optimiser le placement du pied, le placement de la main. C'était juste hallucinant. Et quand on voit le niveau des Japonais en individuel, c'est stratosphérique. Mais bien sûr, ça ne m'étonne pas, ça fait avancer. Hein. Les réfractaires à tout ça, ils ont bien sûr tort. Hein. À un moment donné, tout peut s'expliquer. Qu'on le veuille ou non, ça peut être le mental, hein. C'est-à-dire attention, je ne me coupe surtout pas dans mon enseignement, je le dis souvent aux jeunes d'ailleurs qui attendent un peu trop du swing, je dis à l'origine d'un mouvement, il y a une intention. Une intention, c'est une pensée, c'est un ordre. Si cette intention, elle est fausse, le mouvement sera faux. Donc, tu vois, je me contredis pas du tout, hein, c'est complémentaire, pour dire qu'on est beaucoup aussi sur ce côté-là, on en est conscient. C'est pour ça qu'il faut absolument éduquer l'élève pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire, que ce soit à travers une trajectoire de balle, le corps, comme on disait, mais il faut que l'intention soit bonne, quoi. Il y a pas, et là, on est dans des sphères un peu plus spirituelles, un peu, à ce jour, un peu moins mesurées. Mais je suis totalement d'accord sur l'importance. Je sais pas si tu as vu là, mais dans le golf, ça commence à s'utiliser pas mal, des petits bandeaux assez simples qui permettent de voir quelles zones du cerveau sont stimulées et si on est en train de trop réfléchir, pour faire simple, hein, par exemple, ou si on est vraiment focus sur un point précis, simple, sans se compliquer la vie, si on est dans le stress, pas dans le stress, etc. Je connaissais ces bandeaux, je savais pas que c'était utilisé dans le golf. Tu vois. Ouais. Ok. À quoi ça ressemble un entraînement de golf classique, une séance ? Et y en a plusieurs selon les périodes. Hein. On va avoir des périodes plus de travail de fond. Donc, mais en gros, si tu veux, il y a toujours une proportion, on va faire simple, entre de la mécanique. Il faut bien apprendre quand même à un moment donné pour que ta trajectoire de balle s'améliore. Hein, et de la performance, et du travail de trajectoire de balle. Enfin, plutôt d'ordre mécanique, travail de trajectoire de balle et performance pure. Selon les périodes de l'année, le pourcentage n'est pas le même. C'est compliqué de se coupler complètement de la performance, mais on peut aller sur l'hiver. Hein, donc, quand on veut vraiment, disons, profiter je parle de l'hiver, c'est le break des compétitions, hein, tout simplement. Hein, que le joueur, il finisse sa saison en étant un certain joueur, et on veut qu'au démarrage de l'autre saison, il soit un autre joueur qui sait faire d'autres trajectoires de balles, qui a développé tout son panel de trajectoires de balles. Parce que c'est ça l'idée. Hein, c'est-à-dire que le joueur, il doit faire tout ce qu'il peut de mieux avec une balle et avoir identifié ce qu'on appelle le stock shot, c'est-à-dire ses trajectoires préférées qui vont vraiment être hyper performantes, s'appuyer dessus au maximum, mais il peut avoir besoin de la trajectoire opposée à tout moment s'il veut pas bousiller sa carte parce qu'il a fait un petit coup de travers, il faut se recentrer en tournant à travers un arbre, le dessin d'un trou qui va pas, le vent, etc.
Donc sur ces périodes hivernales, on va être peut-être 70% apprentissage pur, et on garde, selon les joueurs, 30-20% de performance. Donc l'apprentissage, ça va être des leçons, ça va être comprendre ce qu'il faut faire mieux, détecter l'erreur, détecter ce qui ne va pas, donc lié à la trajectoire de balle, toujours. Sur du practice ou sur le terrain ? Oui, practice, c'est quand même plus confortable, bien entendu. L'analyse, elle est mieux d'être faite sur le terrain, qu'est-ce que je suis, et en compétition. C'est là où je demande à mes coachs, on veut savoir ce que le jeune fait vraiment en tournoi, ce qu'il est capable de faire. On en est dans le développement d'un joueur, quel est le coup qui coûte le plus cher, et on essaie d'améliorer, c'est-à-dire en score, tu vois, qui fait perdre le plus de points à un jeune, il faut vite l'enlever celui-là, tu vois. Et donc cet apprentissage, c'est la leçon, donc bouger différemment, pour faire bouger le club différemment, apprendre des choses. Normalement, Woods le dit à merveille, j'adore m'appuyer sur lui, c'est tellement un athlète incroyable. Il dit, moi, d'abord, je le comprends au practice, je le ressens, je le comprends au practice. Je fais simple, j'y arrive à peu près au practice. J'amène ça sur des parcours d'entraînement, ça passe sur les parcours d'entraînement. Et puis ensuite, je l'amène en compétition. Voilà. Tu te doutes que autant nos jeunes, et encore plus le joueur lambda de club, il veut une leçon et que ça marche en compétition. Mais pas demain. Il sort de la leçon, il va faire la compète, il la gagne. Tu vois. Donc c'est un peu compliqué. On peut les aider avec des quick fix, mais ce travail de fond demande quand même de l'entraînement, du sérieux, une vision à long terme, expliquer, parce que si on est un peu dans le dur, que ça marche pas tout de suite, d'abord on vérifie si on s'est pas trompé, puis il faut que le jeune accepte quand même qu'il y ait de la répétition, comme dit Woods, qui prend son temps étape par étape. Et après la perf, ça va être, pour faire simple, être efficace avec la balle, la mettre près de la cible, voilà, pour faire hyper simple. Quand on rentre en période de tournoi, c'est un peu différent. On va être beaucoup plus basé sur la perf, donc plus de perf. On garde toujours une mécanique. Des fois, on appelle ça de la récupération technique, c'est-à-dire on entretient. C'est personnalisé. Il y en a, ils sont pas encore assez bons techniquement. Il faut vraiment leur apprendre tout le temps. C'est la priorité. Et on se dit, les résultats, on verra bien. Tu vois, ils en font quand même. Mais d'autres, on va quand même un peu moins. On n'a pas besoin d'inventer des choses, de mettre des araignées dans la tête. On est sur de l'entretien et renforcement des points forts. Alors que l'hiver, c'est plutôt amélioration des points faibles, par exemple, pour que les points faibles soient moins pénalisants. Tu vois. Et qui finissent par y avoir quasi que des points forts. Donc renforcement des points forts et des séances de performance, être efficace. Ça passe beaucoup par des séances construites avec des objectifs très atteignables étape par étape pour construire une confiance profonde. C'est-à-dire, j'y arrive, le coach m'a donné un challenge, facile, allez, suivant, hop, oh là là, j'ai tous ces challenges que j'ai relevés, au lieu de donner direct le challenge final, j'y arrive pas, je suis nul. Tu vois, je simplifie, mais tu vois certainement ce que je veux dire. C'est hyper important, parce que une séance de la performance mal programmée, elle aboutit pas. Le type, il est pas performant. Au fond de lui, il a juste un manque de confiance en lui, parce qu'en gros, il n'arrive jamais à faire ce que tu lui demandes, quoi, parce que tu lui as juste demandé des trucs qui sont pas les bons, quoi, qui sont trop. Ouais. Donc voilà, pour te dire. Et deux axes qui sont un peu complémentaires. Il va y avoir le travail à long terme, va être un peu, je dirais en gros, le travail sur le corps. Il faut que ça bouge bien. Donc les appuis, la séquence, tout ce côté-là. Et le travail qui est un peu plus traditionnel, c'est structure, bras, poignets, grip, club. Une relation directe avec le club qui va être efficace tout de suite, mais qui peut être plus irrégulière. C'est-à-dire régler le joueur pour que la balle elle sort droit. Parce que j'avoue qu'il peut bien bouger le corps. Il a un grip tordu, son club est tordu en haut de l'élan, etc. Ça le fera pas. Donc il faut les deux, tu vois. Mais c'est en période de tournoi de performance, les séances, c'est plus délicat d'aller sur, sauf si c'est un travail qui a été compris, qui est vraiment une révision, d'aller direct sur des trucs un peu dans le corps, machin. Le joueur, à un moment, il peut vraiment avoir un contact de balle qui devient dégueulasse, quoi. Donc c'est plus des ajustements. Voilà, et on fait attention de respecter les personnalités. Il y a grâce à nos tests de personnalité avec mon fameux Julien, des joueurs qui vont plus être aptes au bloc practice, on appelle ça, que j'aime pas trop, mais je veux dire quand même bouffer de la balle, on va dire, tu vois, répéter. Et le joueur qui a vraiment besoin d'être plus dans le concret sur le terrain, à la trajectoire. Mais tous, je leur demande de respecter quand même, d'alterner, tu vois. C'est jamais bon de faire la même chose 3 heures avec le même club, la même cible tout le temps. Tu alternes parce que sur le golf, à chaque coup est unique, et tu changes de club. Une fois le drive qui envoie loin, une fois le fer pour attaquer le green, une approche, un putt, tu repars. Donc cette alternance, elle est primordiale, et d'autant plus en période de performance où on va faire des séances assez courtes. Tu vois, je dirais 20-30 minutes sur chaque thème, c'est très bien. Alors que l'hiver, ça peut être plus long. Il y a un moment donné, des fois, il faut que le gars il comprenne, quoi. Même si ça doit prendre 3 heures, il faut qu'il comprenne, quoi.
Comment tu amènes de la variété, justement, dans le... Alors, j'ai pas le terme, mais sur le parcours, en dehors du practice, parce que vous allez jouer finalement dans le même golf quasiment toute l'année? Oui, c'est vrai, mais même au practice, tu peux amener de la variété, hein, mais sur un parcours, la variété, on l'amène. Alors, effectivement, il va y avoir une stratégie plus ou moins optimale en fonction du jeu du joueur, ce qui sous-entend que le joueur, à un instant T, avec son niveau de jeu, bah oui, il va jouer le parcours toujours de la même façon, à peu près. Après, Sauf météo, déjà, donc c'est une variable. Ouais. Vent, surtout, qui peut obliger des balles basses, donc déjà, c'est plus pareil, tu vois. Position de drapeau. C'est un sport très subtil, le golf. La position du drapeau sur le green peut t'amener à l'attaquer différemment, avec des trajectoires de balles différentes. Et là aussi, il y a 2 écoles, je dirais. Je ne vais pas trop rentrer dans... Mais en fait, tu as ce qui s'appelle short side, fat side. C'est-à-dire que c'est un drapeau qui serait collé côté gauche du green avec plein de dangers à gauche. Tu es censé rentrer par le côté droit du green et la faire tourner tu vas vers le drapeau. Ok, ça, c'est la théorie. Maintenant, il faut savoir que tu as des champions comme Bruce Koepka, qui ont été numéro 1 mondial, qui disent « Moi, je fais toujours la même balle, même si c'est pas censé être la balle purement... Parce qu'il dit « Je sais, tant pis, par exemple, donc, lui va jouer en fade, la balle, le drapeau est à gauche, ça voudrait dire que il serait censé jouer à gauche, au-dessus des obstacles et revers. Non, il va jouer vers la cible ou un peu à droite, et il sait que sur ce trou-là, il sera un tout petit peu à droite de la cible, mais il est sûr de son coup, quelque part, on va dire, tu vois, plutôt que de commencer à rentrer dans des délires à chaque balle, chaque situation, de changer, d'être trop un artiste, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a des artistes, ils vont te faire ce qu'ils veulent, du buisson. Donc pas de problème, il va être hyper créatif, tu vois, donc on s'adapte au profil. Donc le terrain, les conditions de jeu, les positions de drapeau amènent de la variété. Et nous, on en amène aussi en faisant partir de différents départs, tout simplement, tu vois, c'est-à-dire de les obliger à partir plus près. Ensuite, ça va être, aujourd'hui, hyper agressif, drive partout, même quand c'est pas le jeu, tu vois, pour se challenger. Ouais. Aujourd'hui, hyper défensif. Aujourd'hui, vous mixez. Et après, on débriefe et on voit ce qui convient le mieux aux joueurs, tu vois. Par exemple, une idée reçue de la stratégie hyper défensive, c'est qu'à un moment donné, si tu as peur de tout, machin, tu te mets dans une espèce de retenue, tu vas jamais pouvoir scorer bas, quoi. Soyons clairs, hein. On va vers une vision hyper agressive sur le terrain, mais il faut à tout moment savoir rétro-pédaler pour pas être débile et perdre un point bêtement ou foutre ton parcours en l'air. Et là, peut-être faire ce qu'on appelle un lay-up, un recovery, c'est-à-dire remettre la balle en jeu tranquille, quoi, et accepter un bogey, c'est-à-dire... qu'il y a eu un raté. Voilà, accepter le raté. C'est hyper important. Les plus grands joueurs le disent, tu vois, mes coachs sont sur cette lancée. Un de mes coachs a posté hier à nos jeunes, on essaie de créer une communauté pour s'entraider, hein, et se donner du baume au cœur, tu vois, un esprit d'équipe. Et il a posté apparemment, ça serait Dustin Johnson. Je suis assez méfiant parce qu'on attribue beaucoup d'anecdotes à des champions. Des fois, je ne suis même pas sûr, mais c'est pas grave. ça aide Dustin Johnson qui aurait dit « Je suis un des meilleurs joueurs du monde. Vous me verrez sur le parcours faire les pires shots les pires coups que vous avez jamais vus. Le challenge, c'est tu vas sur la prochaine balle, tu refais ton bon coup, tu continues, tu bronches pas, tu te laisses pas affecter, tu continues. Donc c'est une forme de résilience. Voilà, la résilience. Et d'être agressif, mais d'accepter l'erreur et de ne pas être débile non plus. Ouais, je comprends. Est-ce que vous gérez la charge d'entraînement en golf ? Oui, c'est très subtil, hein, parce que j'avoue que la quantité est importante, mais bien entendu, qualité avant tout. Variation, comme on l'a dit, hein, à un moment donné, on se rend bien compte. Le gros danger là, qui me fait très peur, moi, c'est quand je vois les gamins arriver au practice, allez, on tape des balles, ça mitraille. Alors s'ils mitraillent dans le vide, c'est une catastrophe absolue, parce que ça sert à rien, franchement, ils perdent leur temps. Moi, je leur dis, mon gars, si je veux que entre la première balle du saut et la dernière balle du saut, il y a une différence du saut de balle au practice. Si tu fais la même balle quand tu arrives et quand tu pars, s'il te plaît, tape une balle et va faire du petit jeu ou va sur le parcours. Tu vois, parce que ça sert à rien. Donc, il faut cadrer. Donc, la quantité est vraiment pas le premier critère. Hein. Il ne l'est que quand, bien sûr, il y a la qualité, quelque chose d'intéressant. Une intention et un objectif derrière. Voilà, il faut. Et après, il en faut, hein. Surtout sur le petit jeu, paradoxalement. Tu vois, plus que ce que les joueurs ont du mal à percevoir aussi. C'est surtout sur le petit jeu où, à un moment donné, il faut mettre la quantité. On n'en met jamais assez parce que ça va être le score, ce qu'on appelle le scoring game, en dessous, 100 mètres et en dessous, et tout ce qui se passe autour du green et le putting. Un joueur qui a un petit jeu en béton, il est hyper confiant parce que du coup, paradoxalement, tu vois, si tu rates un long coup, tu t'en fous, tu sais que tu rattrapes. Tu vois. Donc le petit jeu est fondamental et c'est là où il faudrait mettre des grosses charges et après on va s'adapter
au physique du joueur, à l'âge. C'est parce que c'est plus physique que ce qu'on croit, malgré tout. Donc il faut aussi être raisonnable. On en fait souvent trop, en réalité. En golf, il y a des parcours pour les enfants ou pas du tout ? Oui, pas assez. C'est presque récent, c'est hallucinant. C'est-à-dire des départs adaptés, c'est récent en fait. On fait partir jusqu'à il n'y a pas longtemps, on faisait partir un gamin de 8 ans, il n'y avait pas de choix, il partait des boules les plus proches, donc les femmes rouges, mais c'était déjà trop long. Donc ça les décourage parce qu'ils ne sont pas dans une spirale du succès. Là, maintenant, il y a beaucoup de clubs, pas assez qui jouent le jeu, mais qui font des boules de départ enfants, qui vont être à 100 mètres du green, 150 mètres. Là, le gamin, il réussit, il fait le même score que l'adulte qui est parti à 300 mètres plus loin. Et il est valorisé, c'est cohérent, il s'amuse, il comprend l'intérêt. Un gamin que tu fais partir sur un trou de 500 mètres quand il a 8 ans, il va mettre X coups pour aller au green. Alors il s'éclate, mais bon, c'est interminable. C'est interminable. Il peut ne pas trop comprendre. Tu vois, il va faire des scores horribles, donc il va se dire je suis nul alors qu'il n'est pas nul. Tu vois, donc oui, il faut des parcours adaptés. Il n'y en a pas assez. Et les gens ne le respectent pas assez. Comment tu vois les futures évolutions du golf, de l'entraînement du golf ? L'entraînement du golf, il est de plus en plus pointu, intelligent, parce qu'on sait... écoute, tu vas trouver ça hallucinant, mais je t'assure qu'il y a 30 ans en arrière, j'entendais « Ah non, mais attends, le golf, c'est pas un sport comme les autres, c'est pas pareil, tu peux pas faire comme dans les autres sports. » Mais absurdité totale. Ça fait bien longtemps que, quand même, surtout aux États-Unis, les coachs ont fait rentrer le savoir-faire d'autres sports, en physiologie, en nutrition, etc. Tous ces trucs-là, tu vois, la prépa physique, mais quel bond énorme en avant, parce que, une fois de plus, le corps, c'est le premier outil. Donc, on aura des entraînements de plus en plus intelligents, de plus en plus complexes, tendus, parce qu'il faut simplifier pour le joueur. Ça veut dire aussi des coûts, parce qu'il faut mettre une équipe en place, mais c'est aussi pour ça que plus l'enseignement... ce truc simple que je te disais de ne pas spécialiser les gamins trop tôt, d'aller faire toutes sortes de sports, tant qu'à faire rotatif, explosif, qui vont, esprit d'équipe, tout, qui vont amener le joueur dans de bonnes conditions. Tout ça demande quand même de le savoir déjà, une structure plus complexe, des budgets aussi plus complexes, on se professionnalise plus tôt, on va dire quelque part, de façon intelligente. Ça ne veut pas dire se spécialiser plus tôt, mais avoir une vision plus... s'il y a des gamins qui naturellement ont des mauvaises postures, il faut tout de suite jeune travailler, parce qu'après ça peut être trop tard, ils vont perdre en flexibilité, en truc, tu vois, des choses comme ça. Et donc des entraînements, je dirais, il continuera à avoir le sport loisir d'un côté, il continuera à avoir ceux qui croient savoir et qui n'en savent pas le quart de ce qu'il faudrait, mais qui avancent quand même parce qu'ils ont des pépites entre les mains. Et puis il y a ceux qui vont se donner du mal à être de plus intelligents, comprendre qu'on ne peut pas tout faire, avoir des équipes, etc. Comment est-ce que tu arrives à rester informé ou rester formé au quotidien ? Écoute, franchement, alors là, je vais prendre un gros risque parce que très mauvais exemple pour les jeunes, mais j'avoue que les réseaux sociaux, si tu les utilises bien, c'est quand même génial parce que je suis donc des grands coachs que j'adore, comme Sean Foley, comme d'autres, comme Mike Adams, comme plein d'autres. Je vais pas tous les citer. Mais je pioche et comme j'ai le recul pour dire tiens intéressant, tiens commercial, tiens mais n'importe quoi, voilà, déjà ça c'est une amorce qui fait que Sportbox je l'ai découvert comme ça en fait, par exemple, tu vois, parce que Sean Foley a été ces grands coachs qui ont été numéro 1 coach reconnu mondialement, meilleur coach aux États-Unis, etc. Plusieurs ont carrément investi dans cette application, avec intelligence artificielle, et disent c'est l'avenir de l'enseignement du golf. C'est une évidence, parce que bientôt, on aura toujours besoin des coachs pour faire le lien entre l'humain et la machine, mais un jour, je pense quand même qu'on filmera, on appuiera sur un bouton, et tu auras un bilan complet de ce qui va pas. Ouais. Après, il faudra encore le personnaliser, et encore, si tu rentres les mesures du joueur, ils pourront prendre en compte ça avec un algorithme et le personnaliser. Donc, je me suis perdu là. Tu me disais quoi comment je m'informe. Donc, je vais voir ce que font les meilleurs du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs coachs. Comment il est devenu un meilleur coach ? C'est quoi ses préceptes ? Où est-ce qu'il a appris ? Et donc, on va vers de la biomécanique, on va vers le TPI, Titleist Performance Institute. Une fois de plus, je suis alors c'est brandé Titleist, qui est le numéro 1 mondial du matériel de golf. Je suis ambassadeur Titleist, mais c'est pas commercial orienté matériel, c'est une entité à part et qui a énormément d'experts et qui ont fait énormément avancer le monde du golf, qui ont été les premiers à dire aux coachs de golf formez-vous, sachez discuter avec un prépa physique. Ça a commencé avec le binôme prof de golf prépa physique, tu vois, puis médical, puis mental. Ça y est depuis le début, mais en mettant l'accent.
Donc toute cette équipe-là rend tout le monde plus intelligent, tu vois. Donc je vais me former avec les meilleures formations que je pense, online, pas online, à l'étranger, ça vient beaucoup des États-Unis quand même, il faut le dire. Et dans chaque... alors je reste un spécialiste généraliste, je sais c'est bizarre, mais je vais le faire dans le putting, dans le petit jeu, tu vois, il y a des types extraordinaires, des Français notamment dans le putting aussi, et dans le petit jeu pour aller vraiment avoir une expertise, savoir de quoi je parle tout simplement, et pas dire des choses parce que je crois et que je pense que... Donc se former tout le temps, j'en fais, le soir, là, j'en fais des certifications online qui m'amènent des choses. J'en ai encore fait une là, sur, tu vois, on parlait d'entraînement, c'est lié... On a un challenge avec un sport-études, c'est le reporting, le suivi sportif. C'est chronophage, c'est important de savoir où on va. On a toujours eu des objectifs, un plan de travail. Il y a le reporting aux parents qui est nécessaire, je trouve légitime. Ils ont le droit quand même d'avoir un rapport. Ils s'investissent beaucoup. Donc on essaie de trouver le juste milieu entre pouvoir faire ce qui m'intéresse, c'est le vrai suivi sportif qui aide le joueur. Donc ça va être entre le joueur et les coachs. Mais le devoir de reporting aux parents sans que ce soit... Donc on essaie de... Et là les Américains nous ont sorti via de l'appli un peu des choses assez pas mal qui permettent d'appuyer sur un bouton et d'avoir un rapport assez cohérent. Tu vois, parce que là, jusque-là, on en a inventé avec mon coach mental, avec des tableaux, Excel, enfin plutôt Numbers, parce que je suis très Apple et Mac. Mais tu vois, c'est vite, c'est bien, mais c'est vite complexe pour le coach. J'essaie de simplifier la vie du coach, bien sûr. On va dire. Donc, voilà, une des dernières formations que j'ai faites, c'est sur ce genre de travail pour pouvoir faire du suivi sportif intelligent et économe en temps et efficace. Combien d'heures tu travailles à peu près par semaine ? J'en ai aucune idée. Je fais pas aux grandes dames de ma femme, je ne fais pas de cloison entre le travail, ma vie, tu vois. Donc C'était la question qui suivait. Voilà. Des fois le soir, elle me dit souvent, Steph, arrête, on parlera boulot demain, tu vois, parce que maintenant elle travaille dans l'académie à nouveau, donc j'arrive un peu plus à cloisonner. Mais ça me passionne tellement que tu vois, mon fils veut que je lise des mangas parce qu'il se passionne pour les mangas et au lieu de lire la manga que j'ai promis de lire, je lis des choses sur le golf ou je me forme donc j'ai pas d'heure je peux pas te dire tout le temps et jamais quoi, on va dire en gros, parce que j'aime tellement mon travail que j'ai rarement l'impression de travailler à vrai dire. Super. Est-ce qu'il y a un thème que tu avais envie d'aborder aujourd'hui ? Écoute, avec tes questions pertinentes, tu m'as déjà bien aiguillé. Franchement, ces thèmes sur la spécialisation trop tôt négative, on l'a abordé. Pitié d'aborder le golf un peu plus large, comme un vrai sport, avec une formation sportive comme tout le monde, etc. Donc on l'a abordé aussi. Tu m'as amené sur la technologie qui me passionne et le fait de justifier, le fait de mesurer au lieu de deviner, de s'appuyer sur l'expertise des meilleurs du monde, parce que je n'estime pas être parmi les meilleurs, mais bien sûr que je progresse parce que je me forme. Si tu veux, des fois, tu as des pros, ils sont dans leur club tout seuls depuis 20 ans, ils n'ont fait quasi aucune formation, ils s'autoproclament, je ne sais pas quoi, c'est impossible, je veux dire, le monde change, ça évolue. Donc tu m'as amené sur le terrain de toutes ces formations, donc voilà. Donc je ne pense pas avoir plus de choses à dire, Oui, j'ai une question avant les questions de la fin alors. Oui. Est-ce que ça t'arrive d'aller chercher des méthodes dans d'autres sports pour comprendre et améliorer Oui, notamment sur les fixations d'objectifs, ce côté performance, tu vois, qui est très abouti dans beaucoup de sports et pas assez dans le golf, où on peut se tromper et donner des choses à faire qui sont trop dures, plutôt trop dures que pas assez dures, pour être honnête, tu vois, et pas assez par étape, par exemple. Ok, super. Oui. Attends, tu m'as dit, là, si je voulais... Il y avait un sujet, là, ça m'a échappé, là, à l'instant. J'étais parti sur la 3D, pas que la 3D. Spécialisé. Non, ce qui m'amuse beaucoup aussi maintenant, c'est des fois de me redire, allez Steph, pose tout, vas-y, qu'avec l'œil comme avant. Et je m'éclate parce que j'adore, je sais faire. Peut-être mieux que tout parce que je l'ai fait longtemps, il n'y avait pas. Mais surtout, comme on disait, parce que tu te rends compte, et c'est ça que ne comprennent pas parfois certains coachs, c'est que tout ce savoir, même si tu l'as plus à portée de main, il t'a éduqué, tu n'as plus le même œil, tu vois plus les choses de la même façon. T'en sais beaucoup plus, tu comprends beaucoup mieux le lien entre cause à effet, et pourquoi une balle fait ci, pourquoi une balle fait ça, pourquoi le rageur... Et je mets là-dedans le mental, je mets tout. Je mets tout. La nutrition, tout. Quel conseil tu vas me donner pour réussir à taper une balle sur le practice ? Là, c'est chaud là. Non mais attends, c'est chaud et pas chaud parce qu'on va en revenir aux bases.
minimum de posture et de grip et minimum d'intention. Tu vois, on vient sur des choses plus simples que de la techno. Correct. Le débutant, t'es débutant, j'imagine. Hein. Ah, clairement, voilà. Oui. Le débutant, je peux te dire que c'est normal et je déculpabilise les gens parce qu'ils n'osent pas le dire, mais tout débutant, et ça se traîne longtemps, je nettoie cette mauvaise idée inconsciente ou consciente, même avec mes jeunes d'un certain niveau, il veut cueillir la balle. Comme il voit la balle monter, il pense qu'il faut la ramasser par en dessous. Donc, une des premières choses que j'explique, c'est non. Parce qu'il y a le sol, le club a une épaisseur, il ne peut pas passer en dessous. Le club a un angle, a un loft, a une inclinaison qui fait décoller la balle. L'idée, c'est de longer le sol à travers la balle, c'est de balayer à travers la balle. Donc, un peu de base, des mouvements avec amplitude raisonnable pour sentir ce balayage au bon endroit, juste après la balle. Oh tiens, elle décolle, sans que j'ai besoin de... Et tout de suite, c'est plus facile. Tu vois, et voilà, si tu me dis, je sais que j'aborderai ça. Tiens, tout à l'heure, je dois initier des amis. Là, je sais que c'est sûrement ce que je vais leur faire. Tu vois, je vais mettre tout mon grand savoir de côté et revenir à des choses simples. Je trouve ça assez intéressant d'avoir des coachs très expérimentés qui continuent à coacher des débutants. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais parce que c'est la racine. On a tous été débutants un jour. Et au golf, je t'assure que cette fameuse idée de choper la balle et de la faire décoller, elle est destructrice parce qu'on se construit autour tout un mouvement, toute une posture. On l'a encore vu hier au chipping avec nos joueurs qui vont se courber un peu en arrière, une main un peu en dessous là, pour s'imaginer passer en dessous et qui font des grattes et des tops. Hein, les golfeurs, ils comprendront, au lieu d'avoir la bonne posture et d'accepter que c'est le club qui va faire le job, quoi. J'adore. Voilà. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur ? Sinon, j'allais dire compliqué, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui fait progresser son élève. Voilà, franchement, avec une cohérence dans l'objectif. C'est-à-dire que s'il y a un objectif d'être le meilleur adulte, le meilleur possible, la meilleure version de soi-même possible, là, il faut savoir des choses. Et il y a une différence entre un développement à long terme et un petit truc bidouillé qui va marcher tout de suite et te faire passer pour un génie. Je parle en tant que coach. Okay. Maintenant, si c'est simplement de progresser, que c'est cohérent, que le joueur te dit « Ouh là là, attends, j'irai jamais à la salle de sport, Steph. Je ferai jamais un truc qui me gonfle, m'embête pas. Vas-y, aide-moi juste. » Là, ça va être des quick fix, des petites choses. Mais je vais dire, voilà, regarde, génial, ça marche. Ouais, ça marche. Tu pourrais faire mieux, mais si ça te va, ça marche. Attention, ça pourrait pas marcher à chaque fois quand même. Ne m'en veux pas. De temps en temps, elle pourrait aller là au lieu d'aller là, ta balle. Ok. Tu vois, donc c'est le bon entraîneur, c'est cette cohérence entre l'objectif de l'élève, c'est être honnête et sincère dans la démarche. L'objectif commun est identifié. Ce que l'on met en œuvre, autant l'élève que le coach s'est identifié. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde a du plaisir, on progresse, c'est un bon entraîneur. Celui qui veut développer un joueur à long terme, qui est là pour l'aider à devenir un champion, mais qui ne sait pas tout ce qu'il faudrait, c'est pas un bon entraîneur, même s'il le fait progresser rapidement. Celui qui s'acharne, comme je pourrais parfois avoir... non, mais j'exagère, j'aime bien être dur avec moi-même, à vouloir amener sur le terrain du développement à long terme, même des adultes, alors que le gars, il veut juste que sa balle, c'est pas un bon entraîneur non plus parce qu'il n'est pas en cohérence dans le projet. Tu vois, voilà, je pense avoir répondu. Donc, il y a plein de façons d'être un bon entraîneur. Est-ce qu'il y a des livres que tu conseilles, que ce soit dans le domaine sportif ou même en dehors ? Oui, si, livres, je suis beaucoup sur les formations online, donc c'est plus des concepts, le TPI, je veux dire de nos jours, un prof de golf qui n'a pas balayé toutes les formations du TPI, je trouve ça presque grave, parce qu'il y a un savoir incroyable. Mettre un pied dans la 3D sans avoir les outils, mais un pied dans la 3D pour mieux comprendre les choses, tu vois, les idées reçues. Donc c'est aussi des formations de 3D du TPI ou d'autres que j'ai fait avec Sportbox par exemple, avec Phil Cheatham aussi, qui est maintenant dans le staff de Sportbox. Tu vois, ce genre de choses. Puis aller sur la prépa mentale aussi, bien entendu. Il y a des gourous de la prépa mentale, c'est pas péjoratif, comme Bob Rotella par exemple, mais qui pendant longtemps ne donnait pas tous ses secrets parce qu'évidemment qui s'adaptait à chaque personnalité, c'est obligé, le mec il est trop bon, il a trop de réussite avec trop de joueurs, mais par contre quand tu lis ses livres, ça va pas donner les moyens aux gens de dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça, donc c'est des recettes un peu toutes faites parfois qui marcheront pour certains et qui marcheront pas pour d'autres, donc danger, donc là du coup il y a des formations plus intelligentes, tu vois, ce genre de choses, et puis il faut pas se couper des bases, je dirais, qui font qu'une posture, grip, alignement, trajectoire de balle, tout ce genre de choses. Voilà. Donc j'en ai lu des livres, des formations online, j'en ai fait un paquet, je peux même peut-être en citer. Tu peux pas dire je fais juste ça, quoi. Ah si, allez, si tu me l'as pas dit là, ce serait un peu la question piège. En ce moment, si quelqu'un devrait faire juste un truc,
Ça dépend de la motivation du gars. S'il est bien motivé, je lui dirais TPI. S'il n'est pas trop motivé, je sais pas. Là, s'il n'est pas motivé, ça me plaît pas. Il n'est pas dans mon équipe. Il se débrouille. C'est pas pour moi là qu'il fasse ce qu'il veut. Une question que j'ai pas encore posée, mais que je trouve intéressante. S'il y avait un entraîneur d'une autre discipline qui se met au golf, qui vient échanger avec toi, qu'est-ce qu'il pourrait apprendre? Pour sa discipline? Pour sa discipline à lui. Ouais, bonne question. Je sais pas. Faut qu'on se voit plus souvent. Je sais pas trop. Ce qui choque souvent les autres, c'est l'écart que peuvent avoir cette fameuse cohérence entre le résultat qu'on veut obtenir et l'engagement qu'on y met dedans. Parce que comme je te disais, le golfeur, il faut bien reconnaître que beaucoup choisissent le golf parce qu'ils se font moins mal, pas que, je veux pas être médisant, mais ils se font moins mal sportivement que sur du tennis ou des choses comme ça. Donc ils sont souvent choqués entre, mais attends, mais il croit que ça va venir tout seul, tu vois, ce genre de truc. Ouais, je comprends pas, là, le mec, il croit quoi? Non, mais il faut qu'il se fasse un peu mal. Oui, je sais, mais il faut éduquer. Tu vois, il y a ça. Après, souvent aussi quand même la globalité et le lien intrinsèque est indissociable, même si on met des facteurs de la performance, tu vois, entre matériel, technique de swing, stratégie, mental, physique, tout ça c'est complètement lié et à un point incroyable dans tous les sports, j'en suis sûr, mais alors au golf, énorme, quoi, parce que c'est vraiment des fois les gens se trompent d'analyse et vont attribuer ça à une faute technique, alors que c'est juste que le gars il était pas là à ce moment-là, mauvaise concentration, mauvaise idée comme je te disais, ou l'inverse, le gars il sait pas faire un truc, son cœur peut pas, son corps ne peut, je disais son cœur aussi d'ailleurs, tu vois, et son corps ne peut pas faire le truc qu'il veut faire et il s'en rend pas compte, tu vois, ça c'est surtout ça, je pense. Ok, tu vois autre chose, toi, peut-être, là, comme ça Non, ça me semble déjà pas mal. Ouais. L'utilisation de la technologie aussi. Comment l'appliquer dans son sport. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise peut-être pas encore assez, je pense, pour analyser et comprendre son sportif. Ouais, complètement. Et là, rebondir sur accepter que tout ce savoir technologique, des fois, il faut se le garder, même si on a envie de le partager par passion. Des fois, c'est vraiment un outil pour le coach avant tout. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est peut-être finir sur un peu une philosophie de l'enseignement chez nous. En gros, ça serait que... oui, alors attends, je me lance dans un truc. Mais en gros, quelque part, quelqu'un qui vient chez nous, tout ce qu'on va lui dire, soit la science l'a prouvé, démontré maintes et maintes fois. Dans science, je vais mettre biomécanique, balistique, trajectoire de balle, etc., launch monitor. Soit les meilleurs coachs du monde, les meilleurs joueurs du monde l'utilisent. C'est obligé parce que de toute façon, si c'est pas utilisé par les meilleurs joueurs et les meilleurs coachs du monde, il y a quand même un petit souci. Et si la science ne le démontre pas et ne le justifie pas, il y a aussi un petit souci. Donc voilà, et tout ça, on le simplifie pour nos joueurs, mais on essaie d'être au plus près de la sainte vérité. Merci beaucoup, Stéphane. C'est moi qui te remercie. J'espère que cet échange t'aura plu. Si jamais tu es intéressé pour avoir plus de contenu, tu peux rejoindre le club des entraîneurs. Tu trouveras tout en description. Mais pour faire très court, 10 € par mois, tu as accès à énormément de contenu, des masterclass, des tables rondes, des articles sur plein de thèmes différents, que ce soit des résumés de livres, de thèses, des articles scientifiques qui sont résumés et critiqués, des articles d'experts, énormément de choses, plus un lieu d'échange entre entraîneurs de toute discipline et tout niveau, et ça c'est extrêmement intéressant. On se retrouve la semaine prochaine avec Laure Valente, qui est la première entraîneur à m'avoir fait confiance quand j'étais encore qu'un jeune prof de judo. L'épisode s'appelle « Entraîner avec le cœur » et ses émotions, et tu comprendras très vite pourquoi. À la semaine prochaine, salut!